ouais, mais moi, cette méthode-là, ça a fait progresser mes clients, machin. Mais comment tu peux être sûr de ça, mec ? Comme si les industriels, leur but c'était de nous buter, tu sais. Si tu veux te sentir mieux, blâme les autres. Si tu veux être mieux, blâme-toi toi-même. Je pense que progresser, ça veut pas dire forcément rajouter, ça veut dire aussi faire des soustractions parfois, se poser et se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui servent un peu à rien que je fais là? En fait, ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait avant, ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. L'adhésion de votre client à une méthode, à un exercice, à une diète, peu importe, est-ce qu'elle est légitime ? Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain ? Ça va super et toi, JR? Bah ça va super, c'était long, putain, je pensais pas qu'on allait commencer. Hein. Ouais, on a eu un petit problème là. On a eu un petit problème technique. En gros, je sais pas si vous avez remarqué, mais on fait des reels sur Instagram qui sont pas des extraits de podcast, qui sont juste enfin un petit 15 minutes où on tourne des vidéos juste avant. Et on avait tourné des vidéos, on avait tourné toutes nos vidéos et le mec de la régie nous dit ah ça a pas enregistré en fait les mecs. Et JR tourne 9 reels. Ouais, j'ai tourné 9 reels moi. Donc ok, je refais 9 reels du coup. Donc bon. Bon, ça l'a fait. Ouais. Et au final, ce qui était intéressant à souligner, c'est qu'en final, j'avais du mal à faire les premiers. Et en fait, les deuxièmes, mecs, je les ai fait super rapidement et beaucoup mieux. Ouais. Genre, j'ai beaucoup mieux articulé, j'ai trouvé beaucoup plus facilement mes mots et c'était beaucoup plus, c'était mieux en fait. Pareil pour moi, j'étais beaucoup mieux quand je les ai fait. Donc, comme quoi, des fois, on est surpris justement et persévérer. Voilà, persévérer et puis pas se laisser non plus. C'est Dieu qui nous, avec JR, on aime bien dire que c'est Dieu qui nous teste. Ouais. C'est notre quand il arrive des trucs comme ça de merde, on se dit toujours que c'est Dieu qui nous teste. Il veut voir si on veut vraiment le faire. C'est ça. Bon, en vrai, je pense que c'est au-delà du côté religieux ou quoi, mais je pense que c'est une bonne façon de voir les choses, tu vois. Oui. Là, tu mets ce que tu veux derrière, tu vois, mais tu sais, si tu mets pas de sens derrière les merdes qui t'arrivent, tu vois. Ouais, ça des merdes, entre gros guillemets. Hein. Oui. Mais il y en a plein, mec, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont répété leur crâne et qui ont dit vas-y, la flemme, on fait pas aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Alors juste là, nous, on a pris 20 minutes de plus et ouais. On les a fait. Bon, on a pas mal de petites choses à aborder aujourd'hui. En plus, moi, j'ai plein de réflexions cette semaine à parler. J'en avais pas écrit beaucoup, mais là, j'en ai eu pas mal. Il y en a pas mal qui me sont venus pendant que tu déblatérais tes reels, là. Ok, c'est cool. Mais on va aussi parler d'un gros sujet, réussir sa prise de masse. On va vous donner le plus de tips possible pour que vous la réussissiez ou pour que vous aidiez vos clients à la réussir si jamais vous êtes coach. Donc, on va parler de pas mal de choses. Et voilà. Tu veux commencer par tes... ouais, je peux commencer. Réflexion. Alors juste petit point, si vous aimez notre podcast et si vous nous écoutez régulièrement, mettez un petit like sur YouTube, un petit 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de commentaires les mecs, vous mettez un petit commentaire. Il y a plus de 250 vues, on a 10 commentaires par 10-15. Ouais, bon après je pense c'est un ratio qui est relativement normal je crois. Ouais, je pense. Mais régalez-nous, mettez en plus. Mettez un commentaire. Ouais. Bientôt, attends, je vais dire un truc. Bientôt, on sort des vêtements Young Trainers. Pour notre formation Young Trainers Programming, on va sortir des vêtements. Pour tous les premiers commentaires, j'invente un truc. Le premier commentaire sur YouTube, là, le premier qui met un commentaire, dans les 5 premiers, les 5 premiers qui mettent un commentaire, vous gagnez un t-shirt Young Trainers Programming sans même avoir passé la formation Young Trainers Programming, j'annonce. Voilà. Bon, ça c'était pas prévu, mais on l'avait même pas dit. Attends, ce que c'est mieux. Attends, viens au tir au sort même. Comme ça, les gens ils mettent tous des commentaires. Ah ouais, vas-y, c'est encore plus marrant. Tous ceux qui veulent un t-shirt. Young Trainers Programming. Vous commentez. Et on tirera au sort. Il y aura 5 t-shirts à gagner. 5 t-shirts à gagner. Voilà. Putain, c'est incroyable. On va le faire à chaque podcast. Ça, on aura plein de commentaires. Ce serait une dinguerie. Mais on le fait vraiment, hein, 0 ban. Ouais, on le fait vraiment. Alors, ce sera pas pour tout de suite les t-shirts, mais ils vont arriver, vous inquiétez pas. Aussi rapidement que notre formation. Ouais. Avant 2030. Ouais, promis. Je vais en parler en plus de ça, tu vas voir. Ok. Vas-y, commence, t'as un sujet. Je sais même pas de quoi tu vas parler. Alors, déjà, on a commencé à regarder un truc avec JR parce que on a commencé à regarder Bref, saison 2. Et franchement, mec. Moi j'ai regardé la saison 1 sur YouTube où c'était des petits épisodes de 2 minutes. Je pense que beaucoup de gens connaissent Bref. Hein. Ouais. C'est avec Kian Kojandi. C'est un humoriste hyper drôle. Enfin, moi j'adore ce mec qui me fait vraiment taper des barres. Et le Bref saison 2, c'est des grands épisodes de 35-40 minutes. Et franchement, c'est une masterclass. Hein. Ouais, c'est une masterclass. C'est super bien écrit. C'est full. En fait, il y a toujours des vraies leçons assez profondes dans chaque truc, mais c'est léger. Et en même temps hyper profond. Ouais, il y a un peu un côté, ce que je te disais hier soir quand on regardait, un petit peu un côté artistique, tu vois. Ah ouais, mais de fou. Il y a toujours un truc à creuser. Mais déjà la façon dont c'est tourné, c'est super beau. C'est hypnotisant, t'es dedans. Ouais, c'est hypnotisant. Tu vois, le mec arrive à... C'est un peu de la vie de tous les jours, mais en même temps, le mec, il fait aussi des images avec, tu sais, il
il prend des, tu vois, je sais pas, il parlait d'une relation amoureuse. Et en fait, il met en avant une voiture qui était comme une relation amoureuse. Bon, là, dit comme ça, c'est de la merde, mais bah, non, vraiment, moi, du coup, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment une métaphore, quoi. Oui, mais voilà, en fait, c'est des métaphores, c'est ça le terme. Ils construisent la voiture et c'est la métaphore de. Et typiquement, il y a un moment où. Il commence à mytho. Il commence à mentir et en fait, ça met un truc dans le moteur. On le voit lui mettre un truc dans le moteur. Il met genre une tringle pour les vêtements là. Pour les. T'as compris, une tringle pour les vêtements pour les accrocher. Et en fait, on voit que ça fait rien à la voiture au début, mais c'est dans le moteur. Et en fait, un peu plus tard, on voit que ça va faire enlever le. Il y a une fuite après. Il y a une fuite d'huile et ça casse le moteur. Bon, en fait, c'est un peu une métaphore de cette petite action aura des conséquences à long terme. Ça. Et franchement, c'est très stylé. Non, c'est vraiment une bête de série. Et justement, avec Romo, habituellement, on arrive à. Est-ce qu'on regarde souvent une série ensemble, vite fait, genre une demi-heure après qu'on ait bossé, quoi. Ouais. Quand on graille. Et genre, habituellement, on arrive à s'auto-discipliner sur vas-y, on éteint. Genre, quand c'est l'heure, qu'on m'a réveillé et tout. Ouais. Là, à chaque fois, on va 2 épisodes parce que. C'est chaud de fou, là. C'est trop dur. C'est un truc de fou. Pourtant, on avait regardé des séries avant. Ouais, qui nous matrixaient pas. On avait regardé une série qui était aussi incroyable. Ouais, From. Non, From. Ouais. Je l'appelle From parce que c'est une vanne. From. F-R-O-M. Qui est sur Netflix, je crois, la saison 1 et sur Prime Video sur Prime Video la saison 2. Ouais. Enfin, saison 2 et 3. C'est incroyable. Ouais, ça retourne le cerveau. Ça retourne le cerveau. Genre, regardez-là, c'est un peu surnaturel et tout. Si vous aimez les trucs, c'est surnaturel, mais en même temps, c'est juste qu'il se passe des trucs surnaturels, mais sinon c'est assez. c'est pas non plus. C'est surnaturel. Oui, mais il y a pas genre, il y a pas des vaisseaux spatials non plus, quoi. Non, c'est pas. C'est un peu apocalyptique. Voilà, c'est ça. Et il se passe ça te retourne le cerveau de. Ah ouais. Enfin, moi j'adore, c'est un peu un thriller comme ça là. Mais je crois que j'ai jamais vu une série qui retournait autant le cerveau. Ouais, tu comprends rien. Et t'as trop envie de savoir la fin là. Ouais. Donc donc très bonne série. J'ai dit qu'il y avait des super morales dans le truc, donc on vous recommande. C'est un peu juste, on peut parler aussi de la morale du dernier épisode qui est aussi intéressant, je pense, d'un point de vue développement personnel. Le fait de justement ne se mettre à la place des autres. Et tu sais, il y a des gens. Oui, c'est vrai. Genre, je sais pas si je vais réussir à le dire parce que même c'est compliqué à expliquer, mais en gros dans l'épisode le mec, le personnage principal pétait un câble en gros sur son frère et sur je sais pas qui, sur sa copine, etc. Tu vois. Et en fait il creuse, après du coup il discute avec son frère, en fait il se rend compte que les actions que faisait son frère qui lui ont fait péter un câble étaient grave justifiables par des choses que lui pouvait pas savoir, tu vois. Genre je sais pas, il s'est foutu de sa gueule, tu vois, au personnage principal, et en fait c'était parce que il se passait un truc gênant et du coup fallait qu'il trouve une solution pour pas que ce soit gênant, parce que sa mère allait pleurer et du coup hop il a fait une vanne et en fait le gars qui a reçu la vanne il a pas du tout capté ça, tu vois, et qui était du coup le personnage principal, et en fait du coup en expliquant il dit ah ouais j'avoue t'avais raison, quoi. Bon après les deux étaient un peu en tort sur des trucs comme ça, mais tu vois au final c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont du coup réagir comme le personnage principal et directement prendre tout mal, tu vois, genre instant. C'est pas se dire il y a peut-être un truc derrière que j'ai peut-être pas en tête, tu vois, dans la relation. Il demande pas et il interprète. Voilà, c'est ça. Et en fait c'est très très bien imagé dans la série parce que en fait il lui dit viens je vais te montrer, et genre il rentre dans une grande salle où c'est un peu le passé et il lui montre mais regarde pourquoi j'ai fait ça, et en fait il dit en fait on n'a jamais parlé, et en fait quand ils se mettent à parler et qu'il lui explique pourquoi, en fait il comprend pourquoi il a fait tout ça, tu vois, toutes les actions, et du coup c'est assez intéressant de comme tu dis de se dire au lieu de surinterpréter et d'interpréter ce que les gens font, en fait quand quelqu'un fait une action, arrête d'interpréter parce qu'en fait on est nul à chier pour interpréter ce que les gens pensent, va lui demander pourquoi t'as fait ça en fait. Ouais, c'est ça. Et ça se trouve tu vas te dire ah putain ok je comprends mieux, et en fait tu vas arrêter de te faire, parce qu'on est tous comme ça, tu sais, à se faire des films, putain s'il a fait ça c'est pour ça, ouais c'est parce qu'il voulait, et du coup en fait on se monte la tête tout seul, et comme dans la série tu vois il finit par péter un câble parce qu'il s'est monté la tête, quoi. Ouais c'est ça, puis il a jamais parlé en fait avant. Ouais, donc je crois que la morale c'est un peu communiquer, quoi. Ouais c'est ça, clairement, plutôt que de rester un petit peu à se monter le crâne. Et ne surinterprétez pas les actions des gens parce que très souvent vous êtes très nuls pour le faire, quoi. Enfin on est, je dis vous, oui, on est très nuls, tous. Moi le premier, clairement. Mais ouais, c'est vraiment vraiment intéressant, et je crois que c'est la première fois que je vois une série qui même, enfin tu vois, sur de trucs là, sur de sujets, mec, je le vois jamais, enfin genre mais non, mais moi c'est le genre de truc que j'adore justement, je trouve que c'est ça c'est un truc où toi et moi on parle de beaucoup ouais, de ça, ouais c'est ça, en fait c'est vraiment c'est un peu des métaphores de la vie, mais des histoires racontées dans un truc où il y a des parallèles à la vie, et genre c'est tellement bien raconté qu'en fait du coup l'histoire, t'as vu comment elle s'ancre facilement, on l'a vu une fois, tac, voilà, tu vois, c'est à quel point en fait c'est tellement bien storytellé que ça rentre direct, quoi. Ouais, de fou. Donc ouais, on vous la recommande fortement de la regarder. De fou. Et c'est sur Disney+. Et on n'est pas sponsorisé. Non, pas encore. Malheureusement. T'avais un autre truc que tu voulais dire par rapport à ça? Non, pas par rapport à ça.
T'as d'autres réflexions? Ouais, tu veux continuer là-dessus? Je vais enchaîner. Bon, là, qui n'a absolument rien à voir avec une série. On m'a déjà fait une réflexion, et je sais pas si je pense que j'en ai déjà dû en parler ici, mais je vais quand même en reparler, ça peut être intéressant. Savoir qu'il y a des sujets qu'on aborde. Ah, mais attends, ça faut que je dise ça. Il y a des sujets qu'on aborde qu'on a sûrement déjà abordés dans notre podcast. Mais il y a un truc encore plus drôle. Oui, c'est vrai. Qui vient de me tilter à l'instant. C'est qu'en gros, dans l'épisode, on est quoi là? C'est le 8. L'épisode 6. Pour ceux qui nous écoutent attentivement, il y a une question qu'on pose, je crois que c'est une Q&A, où en gros la question c'est qu'est-ce qu'on ferait si il n'y avait pas le coaching. Et du coup on répond, on dit Romain il voulait peut-être être chirurgien, moi je voulais peut-être être libraire, machin, peut-être entrepreneur, c'est machin, etc. Bref, on dit réponses comme ça. Et en fait il se trouve que cette question, je l'ai pas supprimée de mes notes. Du coup dans les épisodes 7, normal, je dis Romain, qu'est-ce que tu ferais si t'étais pas coach et tout. Et en fait on a la même scène qui se reproduit, les mêmes phrases et zéro vanne. La même discussion, j'aime bien le contact des livres. Au même, ouais, j'aime bien le contact des livres, pourtant je lis pas beaucoup. Toi, Romain, qui dit, je vais peut-être être chirurgien, et moi je te dis, putain, les études c'est long et tout, et tu te dis, ouais, je sais, mais. Et en fait, vraiment, les mêmes mots sont placés quasiment au même moment, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Romain, du coup, l'épisode 6 s'est passé, je sais pas, je me suis mis à le regarder, enfin, je l'ai pas regardé en entier, mais juste j'avais regardé ce passage-là, et Romain m'envoie l'extrait du podcast qu'on venait de tourner à ce moment-là, l'épisode 7, et genre, j'écoute le podcast pour, je crois, faire juste l'extrait. Ah non, c'est pas ça. C'est l'épisode 6, je faisais du coup le sommaire. Ouais. Et dans l'épisode 6, alors qu'on venait de tourner l'épisode 7, où on avait eu cette conversation. Ouais, c'était j'entends ça, je me dis, mais attends. Quoi? Genre, tu sais, mon cerveau il bug, je me dis, mais attends, mais c'est l'épisode 7 ça. Et en fait, non, c'est l'épisode 6, c'était exactement ce qu'on avait dit au mot près. Et là, j'en vois Romain, je dis, mec, on a eu la même conversation. Et nous, on avait complètement oublié. Ah, mais on a foncé, il n'y en a pas un de nous deux qui s'est dit, on l'a déjà dit. Hein. Non. Mec, j'avais aucun souvenir. Mais tu sais que j'étais gêné, je me suis dit, mais wesh. On est complètement con, quoi. C'est une dinguerie. On va passer pour des cons. Mais du coup, tu l'as laissé ou pas? Non, je l'ai supprimé. En vrai, t'aurais dû le laisser, je pense. Ouais, tu m'as dit de le supprimer. Oui, mais sur l'instant, je t'ai dit de le supprimer. Oui. Je pense avec du recul, du coup, avec cet épisode-là, ça aurait pu être drôle que des personnes. En plus, on avait pas de commentaires. On a dit, mais mec, vous avez dit ça dans le. Oui, c'est ça. Ça aurait été une façon T'as supprimé là? Ouais, j'ai supprimé. Ah, dommage. Bon, en tout cas, vous le savez l'anecdote. Ah la vache, ouais. Mais donc, du coup, pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, c'est parce que du coup, là, le sujet que vous voulez aborder, c'est sûrement un sujet qu'on a déjà abordé, mais il y a sûrement très longtemps. J'ai eu des réflexions, j'ai déjà eu une ou deux fois des réflexions comme ça, où des personnes disaient, je n'ai plus l'âge pour progresser. Soit en termes de musculation, en termes de perte de poids, etc. Et c'est même souvent des choses qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours. Enfin, vous avez souvent entendu des oncles, des tantes de la famille, des parents qui disent ouais, mais moi, quand tu auras mon âge, tu verras que c'est plus dur. C'est plus dur de perdre du poids, c'est plus dur de prendre du muscle. Enfin, souvent, c'est lié à la perte de poids. Mais en fait, déjà, c'est faux. Enfin, factuellement, je crois que tu as un léger ralentissement du métabolisme, mais c'est. Oui, très léger. C'est très léger, mais en réalité, on fonctionne toujours de la même manière. Déficit calorique, si tu manges moins que ta dépense, voilà. Oui, les principes les principes ne changent pas. Ouais. Mais effectivement, il y a des choses qui potentiellement ça peut-être devient plus dur. Mais en réalité, je pense que la plus grosse difficulté à la perte de poids lorsqu'on est plus âgé, c'est surtout le côté social, le côté environnement familial, le côté ça, tu vois, le côté environnement professionnel. Au final, tu as sûrement beaucoup plus en tout cas, de responsabilités. T'as des enfants, généralement. Quand t'as 40 ans, t'es en plus souvent à la période où les gosses sont genre 10-15 ans, tu vois. Donc souvent, t'es beaucoup pris par tout ça. Et du coup, ça devient beaucoup plus compliqué lié à ça. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Il y a plein de gens que je connais, que je coach même. J'ai des gens de plus de 50 ans, des personnes, des mères de famille, des pères de famille que j'ai coachés, et Romain aussi, je le sais, qui ont perdu du poids, qui ont pris de la masse musculaire. Les seules choses qu'on a mis en place, c'est qu'on a adapté les différents plans. On a adapté l'entraînement, peut-être des séances plus courtes, moins de séances. J'ai une mère de famille là que je coach, qui s'appelle Marion, que je coach depuis un bail maintenant, je crois un petit peu plus d'1 an. On fait 3 séances, focus justement sur les groupes qu'elle veut développer, pas de perte de temps sur le reste, pardon. On a une séance qui est la 3e séance, qui est du coup une séance qui est beaucoup plus courte, car justement, elle a pas beaucoup de temps pour la faire, c'est le week-end généralement, elle a son fils, etc. Enfin, il y a tout ça qui rentre un peu en jeu. Et du coup, j'ai mis une séance plus courte avec des drop sets. Enfin, tu vois, j'ai adapté les choses pour quand même réussir à ce qu'elle soit constante dans ses actions. Mais du coup réussir à faire c'est tout simplement ça, qu'elle ne surcharge pas psychologiquement et au niveau de son train de vie, parce qu'elle a quand même un taf, elle a quand même des choses à faire, etc. par rapport à son fils, mais elle a réussi quand même à progresser et à mettre en place les bonnes actions, parce que justement tout est adapté. Et je pense que c'est un peu le point à souligner, c'est qu'il faut juste adapter les choses, adapter les plans et adapter tout, et ça finira par se produire, que ce soit au niveau de la perte de poids qu'au niveau de la prise de muscle. Il y a plein de méthodes qui existent, et je parle même pas des régimes ou quoi que ce soit, mais juste
des méthodes d'adaptation au niveau, par exemple au niveau du déficit ou quoi, il y a plein de façons de faire hein, pour réussir à se retrouver dans cette phase de déficit calorique, que ce soit au niveau du nombre de pas, si t'arrives pas à aller marcher dehors parce que du coup t'as tes enfants à surveiller, bah achète un tapis de marche. Ouais, ça, tu vois, il y a plein de petits tips, d'autant plus à notre époque, qui sont faisables. Et il faut juste les trouver, quoi. Il faut juste avoir quelqu'un qui te guide éventuellement vers ces tips-là. Parce qu'en réalité, souvent, les personnes, quand ils sont pas accompagnés, ils ont pas un peu ils ont pas ce réflexe tu vois, d'acheter un tapis de marche. Et ils disent, ouais, mais non, vas-y. Oui, puis même, ce serait trop simple. Ils ont pas non plus le truc de la vie. Je pense que le gros problème, c'est que déjà, les gens ont du mal à croire en eux. Donc, quand ils arrivent et qu'ils sont un peu perdus, et surtout, ils quantifient très mal leur progression. J'allais y venir. Ce qui fait que du coup, ils ont l'impression de stagner alors que c'est pas le cas en fait. Et souvent, ici, ils ont pas qu'en fait, t'as un mec qui leur dit ok, bah là en fait c'est très bien, en fait on avance, c'est top, continue comme ça. En fait, ils ont plus cette pression de putain, en fait ça se trouve, ça sert à rien ce que je fais. Et beaucoup de gens ont ce truc là de attends, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose là ce que je fais là? Et puis beaucoup de gens, par exemple, pour une perte de poids, beaucoup de gens ne se pèsent pas. Ou se pèse une fois semaine. Ou se pèse une fois semaine et ils se pèsent une fois semaine le lendemain d'un repas lisse qu'ils ont pas d'avoir perdu du poids. C'est genre le samedi, tu sais. Ouais, voilà. Puis du coup, ils prennent du poids, oui, parce qu'ils ont fait un repas de la veille, du coup, ils ont fait de la rétention d'eau, du coup, ils disent que toutes les actions qu'ils ont mis en place toute la semaine ne servent à rien, alors qu'en fait, ils se seraient pesés toute la semaine, ils auraient vu la tendance du poids à la baisse, et du coup, ils se seraient dit, parfait, je perds du poids. Certes, le poids de corps qui est le lendemain d'un repas libre, il est plus élevé, mais c'est pas lié au repas, c'est lié au repas libre, mais c'est pas lié à une prise de gras, tu vois, ou une stagnation. C'est juste la conséquence de l'apport en sel plus élevé et on sait que du coup c'est une variation en sel qui fait le sel, juste le fait d'en manger différemment, digestion, rétention d'eau, etc. quoi. Et surtout que il y a beaucoup de gens, même s'ils se pesaient tous les jours, parce qu'en fait ils vont se concentrer sur le poids d'un jour à l'autre et ils ont l'impression que ça doit faire ça, tu sais. Ouais. En fait non. Ou que ça va faire fiou. Ouais. Non, en fait non. Bah oui. 100%. Donc je pense que c'est là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un quand même qui vous guide. On a un peu biaisé, hein, ça taf, mais je pense que ça l'est vraiment. Et je pense que c'est vraiment je pense aussi c'est une facilité de se trouver des excuses, de se dire mais de toute façon maintenant je suis trop vieux, ça marchera pas, tu vois. C'est toujours un truc de remettre la faute sur autre chose que en fait c'est pas moi qui veux pas faire les actions. Si on veut, tu veux juste pas faire les actions, c'est tout. Oui, c'est ça. Tu veux pas avoir ou plutôt au-delà de pas faire les actions, tu veux pas avoir la conséquence que t'amènent les actions, c'est-à-dire du coup faire du sport. Tu es pas prêt à faire les sacrifices, quoi. Les sacrifices qui sont en lien avec ça. Forcément en fait encore une fois, si t'es pas prêt à faire les sacrifices, ton objectif deviendra le sacrifice, quoi. Bien sûr, 100%. Ça sera un peu le problème. Je parlais avec une fille un jour qui était une ancienne cliente où on parlait de sa perte de poids et je ne la coachais plus à ce moment-là et juste mec, elle avait 25 ans, tu sais, elle me dit ouais, je pense qu'avec mon âge et tout la gueule quoi. Je dis mais t'as 25 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Comment c'est que mon âge? Là c'était vraiment, tu sais, le foutage de gueule, c'est. Ouais, vraiment se trouver une excuse de fou, enfin tu sais, genre elle a même pas cherché une bonne excuse, tu vois. Ouais, tu sais, là je suis majeur maintenant, c'est chaud, tu vois. Vas-y toi, ça va être tendu là. Et vas-y. Enfin bref, je voulais juste en parler un petit peu. Je pense avoir tout dit par rapport à ça. Ok. Je te laisse faire une autre réflexion si jamais t'en as. Alors moi j'ai un autre truc que je trouve intéressant, c'est de parler du sentiment de crouler sous les tâches. Ouais. Je pense que c'est un truc qu'on peut ressentir assez facilement. Et est-ce que tu connais Antoine BM? Oui, tu m'en as déjà parlé. C'est vrai que j'aime bien et je trouve qu'il a des réflexions hyper intéressantes. Et justement il parlait de ça il y a pas longtemps. Et il parlait justement de, en fait, et tu vois c'est un truc que je ressens pas mal moi, c'est d'avoir quand j'ai ce sentiment là, c'est souvent qu'il y a beaucoup de trucs qui sont surchargés autour de moi. Ça peut être genre, je sais pas, mon appart il est pas aussi propre que je voudrais. Mon armoire elle est pas aussi rangée que je voudrais. Enfin tu vois, en fait c'est plein de petits trucs comme ça où tu sais t'as un peu une surcharge et en fait il dit qu'on a tendance souvent à toujours ajouter des trucs dans notre vie. Tu vois, à toujours ok on fait un truc, bah là on va rajouter encore un truc, rajouter encore un truc. Et en fait je pense que progresser ça veut pas dire forcément rajouter, ça veut dire aussi faire des soustractions parfois, se poser et se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui servent un peu à rien que je fais là et qui me prennent de l'énergie, du coup qui me donnent un peu un gros brouhaha, tu vois. Et du coup cette idée c'est genre tu te poses une fois par mois, tu te rappelles, tu te poses, tu fais une journée où tu regardes ok, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je fais qui servent à rien. Genre tu ranges les trucs, bon là dans la vidéo qui explique, il dit par exemple tes vêtements, les vêtements qui te servent pas, tu les mets dans un endroit où tu les vois pas pour que c'est ton environnement de manière générale, que ça soit mental, physique, soit épuré, quoi. C'est qu'il n'y ait pas de surcharge. Je pense que c'est un truc qui est très intéressant. Ouais, t'as raison de fou. Je pense que même une fois semaine, enfin dans le contexte du travail, je pense même une fois semaine, juste prendre une petite réflexion de 10 minutes, ok, là, dans mes actions que je mets en place tous les jours, et tu revois un peu ta to-do list hebdo, tu vois, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il y a à enlever, qu'est-ce qu'il y a à garder,
Parce que des fois, on veut toujours amener, et puis on se dit, si on enlève, on a un peu une merde, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a des fois où je pense pas. Ouais. Mais puis même par rapport, je sais pas, au niveau du contenu sur Instagram, par exemple, en tant que coach ou en tant qu'entrepreneur de manière générale, qu'est-ce qui convertit le mieux? Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Tu vois, il faut peut-être plus se concentrer là-dessus. Ouais. Et les choses, tu vois, un petit peu qui prennent du temps. Enfin, moi, je sais, pendant une période, je faisais des reels sur Insta où genre c'était des reels que je montais moi-même, où en fait, tu sais, je prenais une vidéo, je sais pas, moi qui m'entraînais, je mettais un texte, je faisais une description, et en fait, tu sais, je faisais ça parce que j'avais déjà vu faire ça et je trouvais ça un petit peu stylé. Enfin, je me dis, ouais, ça peut être toujours un truc en plus, mais en fait, au final, la conséquence de ça, c'était juste de montrer un peu, enfin, de parler un peu de mon coaching, mais en fait, bah, je mets un avant-après, tu vois. Oui. En plus, j'en ai plein, tu vois. Et puis ça te fait passer, enfin, ça prend beaucoup moins de message, voilà, c'est ça, ça me prend pas non plus moins, ça me prend moins de temps. Le message passe mieux. Et enfin, c'est quoi? En fait, il faut se dire, ok, dans ce poste-là, enfin, sur un contexte de poste, encore une fois, qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Que je suis compétent. En fait, je le fais passer. C'est quoi la meilleure façon de le faire passer que je suis compétent? Bah, c'est en montrant que je le suis réellement, tu vois. Pas en essayant de dire, ah bah enfin voilà, pourquoi, voilà ce que t'apportes un coaching, machin. Là, du coup, boum, avant-après, tu vois. Et en fait, maintenant, j'en mets plusieurs avant-après par semaine, et en fait, enfin, je m'y retrouve mieux, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, il disait un autre truc aussi que je trouve intéressant. C'est, alors attends, faut que je retrouve, je l'avais en tête là, mais ça vient de me sortir de la tête, mais il disait que justement, on en parlait en fait. C'est marrant parce qu'à chaque fois, il a des trucs, il y a peu de gens qui arrivent à faire ça. S'il arrive à mettre des mots sur des trucs que je pense où j'ai pas encore mis des mots. Ouais. Théo Lyon, il arrive bien à faire ça aussi avec moi. Ouais. Et c'est toujours, ça me mindfuck toujours les gens qui arrivent à faire ça avec. Il y en a pas beaucoup, et du coup, alors là, il parlait d'un truc qu'on parle souvent tous les deux, c'est au bout d'un moment, t'as tellement les actions que t'as mis en place pour arriver où t'en es. Tu peux plus les mettre en place parce que t'as d'autres actions, enfin la conséquence des actions que t'as mis en place pour arriver où t'en es, donc avoir plus de clients par exemple, tu peux plus tant que ça les mettre en place parce que ça te prend du temps. Parce que la conséquence. Ouais. Et du coup, ce qui a fait que t'as eu du succès, il faut faire attention à ne pas, parce que du coup ça te prend du temps ce succès, tu vois. Il faut quand même se garder le temps pour continuer et réussir à conserver les actions qui t'ont amené vers ce succès, tu vois. Parce que du coup, l'idée c'est que ça te détourne un peu de ces actions-là. Le succès te détourne des actions qui t'ont amené au succès. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est intéressant. Je pense que du coup, il faut aussi voir les choses peut-être différemment et peut-être se dire, ok, il y a des façons, tu vois, il y a des niveaux un petit peu, tu vois, d'action de succès, enfin, qui amènent le succès. C'est-à-dire que du coup, ce qui t'a amené, je sais pas, à avoir 50 clients, peut-être que tu vas devoir arrêter de faire ces actions-là parce que tu as déjà 50 clients, que du coup, maintenant, ça va se feed un peu par soi-même, c'est-à-dire le bouche à oreille, tu montes un peu tes avant-après, etc., tes compétences, tu vas avoir du coup beaucoup plus de clients, du coup beaucoup plus d'avant-après, du coup beaucoup plus de choses à montrer en termes de compétences. Et du coup, derrière, tu auras peut-être moins de petites actions à faire, je sais pas, de type contenu, etc., full valeur ajoutée, tu auras peut-être moins besoin d'en faire parce que le simple fait de montrer tes compétences via les avant-après suffira, tu vois. Ouais. C'est un exemple. Hein. Mais du coup, peut-être que tu vas devoir voir les choses un peu différemment et passer à une autre étape qui prendra peut-être moins de temps, avoir, je sais pas, typiquement un monteur, un mec qui réfléchit à des trucs pour toi, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais je trouvais que ça s'appliquait pas super bien forcément au coaching. Parce que bah, du coup, nous, notre but, c'est d'avoir un de nos buts, c'est d'avoir de l'impact, d'avoir plus de clients, d'avoir des résultats avec nos clients. Mais du coup, ça s'appliquait bien, tu vois, quand il disait, par exemple, t'écris un livre, et après, quand t'as eu du succès sur ton livre, bah, tu vas aller faire des conférences, tu vas aller faire des conférences pour signer des autographes avec ton livre, etc., etc. Et en fait, ça fait que t'écris moins, quoi. Donc, tu vois, le truc. Mais du coup, je trouve la réflexion intellectuelle était intéressante de se dire, tu peux te détourner facilement des actions qui t'ont emmené vers... et du coup, ce qu'il disait, c'est genre, en fait, prends-toi toujours du temps. Genre un peu en disant genre 1 heure le matin, lui par exemple, tu vois, ce qui lui va faire du succès, c'est créer du contenu régulièrement. C'est un mec qui se filme quasiment tous les jours, et il dit bah du coup tous les matins, tu vois, prendre l'habitude de scripter, tourner, monter, faire les trucs et tout, quoi. Mais ouais, du coup voilà, je trouvais ça intéressant. Maintenant c'est comme plein de choses, je suis globalement d'accord, mais en réalité je pense que c'est adapté en fonction de où tu es, tu vois. Mais c'est comme tout, et de ce que tu fais, de où tu veux aller, etc. Quand on entend une réflexion d'un mec comme ça, il faut pas non plus à chaque fois se dire ah oui mais attends, dans ce contexte-là, machin, ça s'adapte pas. Oui, enfin ta gueule. Ouais. Oui, ok, merci, mais genre oui, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Oui, c'est ça. Et l'importer avec le contexte et tout, quoi. 100%. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Je voulais parler d'un point aussi, qui est du coup, là on se rapproche un peu plus de la musculation encore. Le problème avec l'adhésion. Je sais pas si on en a déjà parlé ça. Je sais qu'on en a déjà parlé en reel. Je sais que j'en ai déjà parlé en story, mais je crois pas qu'on en ait déjà parlé en podcast, j'espère. On entend beaucoup parler de l'adhésion, c'est un sujet que je vois tout le temps sur les réseaux, tous les coachs en parlent, enfin quasiment tous. Et en vrai, à juste valeur. Et à juste titre, tous les bons coachs mettent en avant qu'il faut que leurs clients adhèrent à leur programme, ou adhèrent à leur diète, ou adhèrent à machin. Mais il y a un point
que personne ne met en avant, c'est est-ce que l'adhésion de votre client à une méthode ou à une façon de faire ou à peu importe à un exercice, à une diète, peu importe, est-ce qu'elle est légitime, cette adhésion? Est-ce que l'adhésion, je finis juste ma réflexion puis après on pourra échanger, est-ce que cette adhésion, elle est liée à juste réellement, réellement justement au fait que la personne aime fondamentalement faire cette action? Par exemple, la personne aime faire du rowing bar, c'est pas forcément le meilleur exercice pour développer son dos, mais elle aime vraiment le faire, tu vois. Ou est-ce que elle aime faire cet exercice-là sous prétexte d'une adhésion, mais en fait, c'est juste une croyance qu'elle a que cet exercice-là, c'est le meilleur exercice pour développer son dos. Du coup, elle dit à son coach, mais moi j'adore cet exo. Mais en fait, ce qui fait qu'elle aime cet exo, c'est qu'elle pense que c'est le meilleur exercice. Et du coup, vu qu'elle veut l'optimal, bah, elle se dit, je vais garder ça. Alors qu'en fait, son objectif, c'est l'optimal. Tu vois. Et là où justement le travail du coach, ce serait du coup de se dire, ok, mais c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux vraiment optimiser ton développement de ton dos? Oui, mais alors c'est peut-être pas forcément le meilleur exercice. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le meilleur exercice? Et là vous parlez, et là vous vous rendez compte que finalement c'est pas le meilleur exercice, et que du coup le choix d'exercice va se porter sur un autre exo, peut-être. Et justement, pourquoi je disais ça? C'est quoi ton avis toi par rapport à ça? Bah justement, c'est que c'est assez intéressant parce que du coup j'ai eu exactement cette discussion mais sur la diète avec un client que j'ai depuis pas longtemps qui fait du OMAD. Ouais. Il a toujours fait ça. Et je pense pas qu'il pense que c'est l'optimal. En fait, il a tellement eu cette habitude. Et genre là, tu vois, pareil, on discutait et genre il a un peu peur des lipides. Il a peur de monter les lipides parce que bah, il a toujours été bas en lipides, etc. Et du coup, je lui demandais si est-ce que genre en fait, genre dans comment il me mettait en avant les choses, il y avait un truc sous-jacent de c'est pas vraiment que je peux pas le faire, tu vois. C'est plutôt que je pense que c'est pas le plus optimal. Ouais, je pense que je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire, tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ce que je lui dis, mais attends, est-ce que tu me dis ça parce que vraiment t'aimes pas les lipides? Ouais, ou parce que t'as peur que genre tu prennes du gras parce que c'est du fat, etc. Tu vois. Et je pense que du coup, c'est intéressant du coup d'un peu de lire entre les lignes dans ce genre de contexte. Et de pas s'arrêter en tant que coach, pas s'arrêter à simplement. T'aimes pas les lipides? Oui, bah y a pas de souci. Adhésion 100%. Ouais, bah oui. On va te faire moins lipides, machin. Ok, tu vois. Je pense que c'est bien d'aller au-delà de ça et de se dire, ok, pourquoi tu veux pas ça? Et c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait peur en fait des lipides parce qu'il n'avait pas mangé pendant un moment et enfin il en mangeait pas beaucoup, etc. Donc je lui ai dit, bah en fait là au début je l'ai mis à 80 grammes de lipides. Je lui ai dit, bah ok, viens, on commence, on met 65, tu vois, pour y aller smooth et passer de 50 à 80, tu vois, tu peux dire, ouais, putain, c'est énorme. Et pareil, je l'ai mis en avant parce que lui, il a tendance à faire des grosses recharges le week-end parce que bah il est avec sa famille et tout, donc il avait plus de manger moins la semaine pour manger plus le week-end, mais genre il y a vraiment un gros écart entre les trucs, quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah je pense qu'en vrai, déjà c'est pas forcément l'optimal de faire ça parce que du coup tu te retrouves très en déficit sur des semaines et beaucoup plus en surplus d'un coup. Et si on arrive à lisser un peu plus ça en gardant quand même ton truc, bah c'est sûrement le bien, tu vois. Et donc trouver un juste milieu comme ça. Et je sais pas pourquoi je disais ça, mais du coup c'était intéressant de voir voir l'ensemble. Ouais. Et puis surtout oui, si du coup ce jour-là il mangeait énormément de lipides, tu vois, ce jour pour être aussi haut en calories. Donc je lui disais, mais tu vois, regarde, enfin. Ah oui, c'est que du coup il faisait consciemment, il augmentait consciemment ses cales le week-end. Parce qu'en fait vu que la semaine il mange moins parce qu'il a moins de temps. En fait le week-end c'est un peu là où il se fait vraiment plaisir, quoi. Et il mangeait beaucoup plus du coup le samedi. Et mais c'est lui qui est en nomade. Ouais. Mais du coup il avait un jour, enfin du coup là le samedi il était pas vraiment en nomade. Mais du coup il avait un jour qui était genre 3 fois plus calorique que les autres jours. Ouais, bah ouais. Donc c'était vraiment très significatif la différence. Donc je pense que c'est pas l'idéal même en termes de digestion, 100%. etc. Donc lisser un peu plus sur la semaine en gardant comme ça. Je vais pas lui dire, ah bah en fait non, c'est nul de faire ça, viens on lisse sur tout sur la semaine. Bah non, en fait il a ses habitudes, oui, bien sûr. Faut garder le contexte, tu vois. Mais si on peut lisser un petit peu, mais c'est intéressant dans ce contexte de pas justement s'arrêter à ok tranquille, t'as tes habitudes, on reste comme ça, mais de se dire ok, pourquoi tu veux ça? C'est quoi le pourquoi tu fais ça en fait, ouais. Pourquoi là tu veux un exercice, pourquoi tu veux faire des shrugs, enfin tu vois, pourquoi tu veux faire tel ou tel exo? Alors je dis pas que les shrugs c'est mauvais en soi, même si c'est des bons exos, mais enfin tu vois, pourquoi tu veux faire cet exo là alors que je pense que c'est pas le plus optimal pour toi, qu'on creuse réellement, tu vois, par exemple dans le cas des exercices.
Et c'est souvent le cas des exercices en réalité. Ouais, c'est souvent le cas. C'est souvent ils ont entendu un mec faire un reel où il disait c'est un super exo et souvent ça peut s'ancrer dans la tête, ce genre de truc. Mais oui, et puis au-delà du reel, c'est par exemple, je sais pas, du squat à la barre libre, tu vois. On t'a dit que c'était le meilleur exo pour les. Ouais, ça fait des années, mec, que tu commences. Imagine, t'as fait, je sais pas, t'as 10 ans de muscu, ça fait tes premières années, t'as toujours entendu des mecs faire du squat à la barre libre parce que c'est un exo où tous les bros en font, etc. Alors c'est pas un mauvais exercice, c'est juste que généralement, t'as plus tendance à être moins quadriceps que fessier. Donc du coup, pour les quadriceps, c'est rarement le plus optimal. En tout cas, il y a souvent de meilleures options. Et du coup, dans ce contexte-là, généralement, les gens, ils vont se diriger vers ce squat à la barre libre parce qu'on leur a toujours dit que c'était le meilleur exercice et ils vont finir par s'auto-convaincre qu'en fait, ils aiment le squat à la barre libre. Et peut-être qu'ils l'aiment en réalité, tu vois. Mais ils aiment peut-être aussi encore plus avoir des quadriceps. Mais ils aiment surtout l'idée que c'est le meilleur exo. Voilà, ils aiment surtout l'idée qu'il y a des exercices, que c'est le meilleur exo, que c'est le plus optimal, qu'ils peuvent le charger, etc., etc. Ouais. Et du coup, ça va développer les quadriceps. Enfin, tu sais, c'est tout un truc qui se passe un peu dans leur tête et je peux le comprendre parce que moi, j'étais un peu pareil avant. Alors, pas forcément qu'avec le squat. Ouais, toi, j'étais tanné avec ton squat, hein. Ouais, mais en vrai, j'ai vite changé. Hein. Ouais. Mais bon, en vrai, j'ai bien développé mes quads avec le squat. Hein. Oui. Ouais, toi, après, je pense que t'as pas non plus des. Enfin, t'avais une bonne technique pour développer. T'as pas des fémurs ultra longs. Je sais pas, non. Enfin, je pense que ça va, quoi. T'as mesuré mes fémurs Ouais. Oh, tu dormais. Non, mais je pense que t'as facilement une bonne flexion de genou et pas une énorme flexion de hanche. Je pense que j'étais en gros, je me souviens, j'étais en gros contrôle. Sur les quads à l'époque, j'avais un sacré volume dessus. Enfin, bref, c'était une autre époque, un autre JR. Une époque révolue. mais ouais, du coup, juste tout ça pour dire que c'est intéressant quand même d'aller un petit peu plus loin que ça. Et même vous, en tant que pratiquant, au-delà du fait d'être coaché ou quoi, mais vous, en tant que pratiquant, posez-vous cette question. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais là ? Ou est-ce que c'est pas que je pense que ce que je fais est le plus optimal ? Et si je pense qu'un autre truc peut être plus optimal, enfin si j'ai lu que quelque chose d'autre était plus optimal, est-ce que c'est pas plus intéressant que je teste ce truc-là plutôt que je reste sur mes habitudes parce que apparemment j'aimerais vraiment cet exo, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, je te laisse enchaîner, c'est un autre truc à dire. Moi j'ai une dernière petite réflexion. Je suis en train de lire actuellement la biographie d'Elon Musk. Fallait que j'en parle. Et bon, du coup, un grand fan que je suis de biographie, pour le coup, la sienne est vraiment, vraiment cool. Bon, du coup, ce mec est totalement fou. Hein. Et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, il y a pas mal de trucs qui m'inspirent là-dedans. C'est un peu déjà la tolérance au stress. Genre, le mec a. Tu te dis que nous, des fois, on a des trucs où c'est stressant, on avale le truc. Et en fait, tu te dis. Le mec, lui, il a des trucs vraiment de baiser. Et je pense qu'il faut réussir à relativiser, quoi. À se dire, mais en fait. Le frérot, il a pas eu 10 millions en 10 secondes, tu vois. Ouais, genre, il a fait 3 lancements de fusée. En fait, sur 3 lancements, les 3 lancements, ils ont foiré, quoi. Et genre, à chaque fois, pendant 2 minutes, il regarde un écran. Si ça se crache, genre, le mec perd des millions, en fait. Il perd des millions et. Mais c'est même pas des milliards. Bon, non, c'est plus des millions, je pense. Okay. Et surtout, après, lui, il était. À chaque fois, il devait aller faire des levées de fonds. Mais au dernier moment, tu vois, genre, si le mec, il avait pas la levée de fonds, il crevait la gueule ouverte, quoi. Et genre à chaque fois c'est au dernier moment, c'est généralement c'est le jour de Noël, il appelle il y a un mec qui voulait pas investir et finalement il arrive à le coin. Enfin, tu sais, c'est des trucs où tu te dis putain, mais c'est bon. La vie stressante de malade, quoi. Et aussi ça fait des années, genre quand il a commencé SpaceX, c'était dans les années 2000, et genre il a dit dès le début qu'il voulait que lui son objectif c'était d'aller sur Mars, quoi, de potentiellement coloniser Mars. Et les gens le prenaient pour un malade mental, tu vois. Genre il allait dans des repas en 2000, il allait dans des putains de trucs où il y avait des mecs super connus, il parlait de ça, tu vois. Et les gens le prenaient pour un taré, quoi. Ils disaient mais c'est qui ce fou, quoi. Et ça met un peu à une toute petite échelle, hein, parce que bon, aller sur Mars et commencer à être coach, il y a quand même un monde, tu vois. Mais en fait il y aura toujours des jugements, en fait. Peu importe ce que vous ferez, on vous pointera du doigt si vous faites un truc différent, quoi. Donc il faut juste s'en foutre et faire, quoi. 100%. Et c'est après que vous avez réalisé ce que vous voulez réaliser, qu'on vous dit ah putain c'est. Et maintenant, tu crois qu'on lui dit quoi maintenant ? Bah oui. On lui dit pareil Tesla, hein. Tesla, tout le monde, les constructeurs auto à l'époque de Tesla, tout le monde faisait faillite, il n'y en avait quasiment plus parce que ça coûtait trop cher, il y en avait aucun qui était rentable. Et lui, en fait, il est arrivé, il a dit bah si, moi je vais faire des voitures rentables, en fait. Et il l'a fait, tu vois. Et au final, c'est aussi intéressant ce que tu me disais, on en parlait, je crois que c'était hier ou avant-hier. Il vit en stress, le mec. Il vit en stress constant. Mais il adore ça, en fait. Parce que lui, il se fait chier. Et je pense que quand tu veux faire des grandes choses, mais lui c'est en version extrême, bien sûr. Hein, mais je veux dire, quand tu veux juste faire un truc stylé,
au-delà d'aller sur Mars, tu vois, genre un peu moins que ça, mais t'as compris l'idée. Je pense faut se dire que ça va être stressant, quoi. Et en fait, et je pense que de se dire que ça va être stressant obligatoirement et d'être prêt à ça, en fait, ça t'enlève un peu un stress, tu vois. Oui, puis faut aimer, Faut pas chercher à fuir le stress, faut pas se dire ça me saoule, je suis stressé. Non, en fait, c'est comme ça. Oui, c'est normal. C'est normal, sinon tu fais rien, en fait, tu vois. Ou trouve un taf. C'est plutôt en fait positif que tu sois stressé. C'est que t'es dans l'action, c'est que tu fais des trucs. C'est qu'il se passe des trucs, tu vois. Si t'as, je sais pas, imaginons, t'es coach, t'as des clients qui sont partis, tu vois, tu stresses, putain, j'ai moins de clients. Ouais, mais en fait, t'en as eu, tu vois. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu du flow, tu vois. Donc alors, du coup, là, tu peux maintenant définir, ok, pourquoi ils sont partis. Enfin, tu vois, il y a l'action, il y a un truc qui se passe, tu vois. S'il n'y a pas de stress, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est problématique. Et je voulais, du coup, pour rebondir là-dessus, tu fais même en parler, dans le livre, il met beaucoup en avant sa façon de manager. Bon, c'est un tyran, ce mec, clairement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il a tendance à faire des plannings complètement lunaires, mec. Genre, il y a une anecdote où genre il y a un de ses ingénieurs qui vient, il lui propose un planning, genre déjà le timing il est genre serré de malade, genre c'est quasiment un peu. Le mec il lui fait vous le faites en 2 fois en même temps. et dans tout il y a des ingénieurs qui interviennent dans la biographie. En fait, à chaque fois qu'il dit des trucs de fou, genre à un moment il dit ils font décoller une fusée, le troisième décollage, il loupe. Genre il y avait eu 8 mois entre le 2 et le 3e, tu vois. Il dit dans 6 semaines on en lance une. 6 semaines, gros, oui. Genre, ils l'ont fait ? Je crois qu'ils l'ont fait, ouais. Putain, ça merde. Et en fait, du coup, ça, je trouve intéressant parce que du coup, se mettre des deadlines. Et du coup, c'est pour ça que je voulais reparler ça en parlant de notre formation. Lui, il sera avec nous, mais. Ah, mais gros, on l'aurait sorti depuis longtemps. C'est simple, les mecs, vous sortez pas formation fin de semaine, je vous tire dans la tête. En fait, on est virés. Mais du coup, se mettre des deadlines. Le problème de pas se mettre des deadlines, c'est que du coup, on est un peu pépère en mode. Tranquille. Il y a aucune pression, il y a pas de stress en fait. En fait, et puis il y a plein de fois, parce que c'est pareil, c'est l'accumulation en fait. Ce qui fait que vous réussissez un projet, c'est l'accumulation de réussir l'action à chaque fois et de faire l'action à chaque fois. Et il y a plein de fois, par exemple, avec une traîneur, je pense que c'est notre erreur qu'on a fait en particulier au début, c'est qu'on se mettait pas de deadline sur rien. Non, du coup, on mettait au lendemain. On avançait en fait, on avance tranquille, on faisait notre truc, tu vois. Et du coup, s'il y avait à un moment donné, on n'avait pas le temps de faire ça, en fait, on mettait une priorité ailleurs et du coup, on se dit vas-y, on fera ça demain. Et ça veut dire qu'on n'a pas fait les glandus, hein, mais c'est juste que il y avait des moments où ça sautait, où d'autres choses se mettaient en priorité, ou machin, ou du coup, vu qu'on n'avait pas de deadline, on avançait un petit peu tranquille. Et je pense que ça a été une erreur. Et je pense qu'effectivement, ça c'est un truc où c'est super important de se mettre des deadlines sur. Je pense que même là. Je pense qu'à la fin du livre, je vais quand même plus me dire qu'il faut que je mette plus de. Il y a plein de trucs où je pense que si je me mettais plus de deadline moi-même sur mes trucs, je peux te dire que. Mais le problème, c'est que aussi, comme on se manage tout seul, quand t'as un mec qui te fout une deadline sur la gueule, en fait, tu. Ah, mais tu le fais, hein. Ouais. Oui. Là, nous, c'est nous-mêmes. Donc, après, c'est aussi ça qui te fait te sentir très bien, tu vois. Si tu respectes tes propres deadlines. Tu gagnes en confiance. Mec, confiance en toi, t'as personne qui te met un coup de pied au cul pour le faire, en fait. C'est toi-même qui te dit, ta gueule, en fait, tu vas le faire. Je crois que c'était Leila Hormozzi qui met en avant que la confiance en soi s'améliore et même apparaît lorsque tu mets en place des actions quand personne ne te regarde, tu vois. Ah bah oui, clairement. Quand t'es assez confiant pour dire ok, ça je sais que je vais le faire, tu vois. Oui. Parce que justement tu l'as fait à des moments où t'étais ultra mal. En fait, tu t'es prouvé à toi-même que c'était possible, tu vois. Et t'as pas besoin d'avoir une pression externe, c'est toi-même en fait qui arrive à tu sais qu'en fait de quoi t'es capable toi-même, quoi. Donc morale de l'histoire, mettez-vous des deadlines si vous voulez avancer. Mettez-vous une putain de pression, les mecs. Mettez-vous une putain de pression. Et c'est parce que c'est l'inverse de ce que tu. Mais oui. Tranquille, la vie. Non. Vite. Putain, mais demain tu peux mourir, mec. Comment ça Comment ça, tu vas prendre ton temps? Comment ça, une trainers programming, c'est pas sorti là? Putain. J'avoue qu'on va se mettre une deadline là, tu vois, ça va. C'est un peu le cas là. Oui, c'est un peu le cas. Mais on va la mettre précise. Hier, je t'ai mis une presse. Terrible. Tiens, un peu en lien avec. J'ai 2 choses moi que je voulais aborder. Moins de routine, alors j'ai mis entre guillemets, moins de routine matinale et plus d'action. Ça m'a bien fait rire, je pense que c'est très vrai ça. C'est très vrai. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent à faire l'entrepreneuriat, ou lorsqu'ils commencent un peu à faire un développement personnel, qui commencent à trouver tous les trucs routine matinale, tu vois, possible. Douche froide, méditation, journaling, marche pieds nus dans l'herbe. Attends, le dernier, je pense que personne ne le fait. Ouais, très peu de gens. Mais vous avez compris l'idée, tu vois. Et je pense que tout ça, c'est de la distraction. Ça paraît être le truc, tu sais, qui est important et qui est un peu pour votre projet. Et vas-y, ça va me permettre. Non, c'est de la distraction. Tu te lèves. Café. Tu vas aux chiottes. Et café et tu bosses, tu vois.
Mais normalement, il est censé y avoir genre. Enfin, si vraiment t'es en mode tu travailles, 20 minutes. Hein. Ouais. C'est 20 minutes. Bah oui, il y a ça, 20 minutes. 7h10 levé, 7h30, je suis dans le. Et votre petit déj, vous pouvez le prendre en travaillant. Ouais. Ah, mais non, moi j'ai besoin de ma vidéo YouTube. Non, non. Comment ça Qu'est-ce que tu racontes? Non, en vrai, je rigole. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Mais en fait, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens, et même quasiment tout le monde, et moi le premier, je me suis fait les réflexions. Il y a plein de confort où je pensais que c'était obligé, tu sais. Oui. En fait, il y a un niveau, on peut subir un niveau d'inconfort qui est bien plus élevé que ce qu'on pense. Qu'on imagine. Genre même là, tu vois, là où j'en suis, je sais que je peux subir bien plus d'inconfort, je peux subir moins je peux réussir à faire tout ce que je fais avec moins de sommeil, je peux réussir à faire tout ce que je fais avec moins de je sais pas, moins de moments de chill. Tu vois, il y a plein de choses que je peux faire. Si vraiment là j'avais Elon Musk qui me disait, tu vois, tu le fais gros, t'es écoute-moi, dans 6 semaines là, il y a la fusée qui doit être lancée, tu vois, je t'explique. Bah, je le ferai, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est important, je pense. Bah, déjà, je reviens juste par rapport au sujet de base, moins de routine matinale. Tout ce qui est, enfin, et je vais même creuser un peu plus. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui du coup dans ce contexte-là mettent en place de la lecture. Tu sais, toi, je sais que t'aimes bien lire, donc ça, là, on peut débattre là-dessus, mais moi, je pense que j'aime beaucoup lire, par contre. Moi, je pense que même la lecture un peu sur l'entrepreneuriat, tout ça, tu vois, c'est aussi souvent une distraction. Et je l'ai vécu personnellement, du coup, parce que moi aussi, j'ai voulu me mettre en place, quand on arrive en Roumanie, d'ailleurs, une routine lecture. Mais en fait, je me suis dit, là, par rapport à ce que je lis, même si c'était des trucs, c'était des trucs, sérieux. Oui, qui t'amènent finalement à être... Qui m'amène une réflexion en soi, tu vois. Mais la conséquence de mon bloc lecture va être moins positif que simplement, je sais pas, DM des gens sur Instagram, tu vois, ou parler avec des gens, pareil avec les gens qui me DM sur Instagram, ou créer du contenu, ou là en ce moment je bossais sur la prépa de mes athlètes, du coup je prenais ce temps-là que j'avais à la base pour faire ça. Et en fait, je pense que c'est intéressant de se dire, de juste remettre en question les actions que vous faites. Et je dis pas de les enlever toutes, hein. Il y a des gens que si vous aimez lire, ok, tu vois, c'est complètement ok. Mais juste se poser la question honnêtement. Est-ce que ça sert vraiment quelque chose? Si ce que vous mettez en place, ce que vous mettez en place vous sert vraiment ou vous dessert pas finalement. Et si vous pouviez pas mettre en place des actions qui sont certes beaucoup moins confortables, qui font certes plus mal, mais qui seront peut-être sur le long terme beaucoup plus productifs par rapport à votre business, par rapport à votre développement, etc., etc. Tu vois. Et qui sont peut-être moins sexy aussi, parce que je pense qu'il y a... qui sont moins sexy. Je pense qu'il y a aussi ce truc d'avoir des routines sexy. Alors en fait, les routines sexy, c'est un peu de la merde, tu vois. Bon, après, en vrai, moi, tu sais que si on avait un balcon, je prendrais de bain froid tous les matins, je pense. Parce que j'aime bien ça. Et la lecture, je pense pas que j'enlèverais. En fait, dès que j'ai un livre qui me fait vraiment kiffer, je sais pas, il y a un truc genre, tu sais, je me sens stimulé de fou. Genre là, lire le livre d'Elon Musk, ça me stimule de baiser, mec, ça me motive. Comme, en fait, je finis de le lire, j'ai trop envie de travailler, tu vois. Ouais. Non, mais en soi, donc en fait, c'est un truc qui est positif. Et quand je lis des bons livres, j'ai ce sentiment-là. Je me dis, ah putain, j'ai envie de plus, tu vois. Mais moi, je kifferais. Enfin, là, je pense que je vais me le réintégrer, tu vois, ce moment de lecture quand j'aurai peut-être un petit peu plus de temps. Après, je lis surtout le soir, là, moi. Ouais, oui, mais ça, ouais, c'est ça aussi. C'est que toi, du coup, tu le lis le soir. Moi, le soir, je lis pas ça. Enfin, je lis vraiment un truc chill pour vraiment me détendre dans le contexte. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, même chose, je suis sûr que je pourrais en été lire du sérieux à ce moment-là. Ouais. Factuellement, je peux, tu vois. C'est juste que je le fais pas parce que je sais que. Je préfère les Simpsons. J'aime vachement les Simpsons quand même le soir. En fait, moi, ce que j'aime le soir, c'est juste me détendre, tu vois. Oui, bah oui. Bah, en même temps, tu t'es fumé toute la journée, donc je te comprends. Donc ouais, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu cette rétrospection sur soi-même. C'est tout bon pour moi, pour les réflexions. Moi, j'en avais une dernière. Putain, on en a fait aujourd'hui. Ouais, on en a fait, mec. Bah, c'est pas grave, en vrai, ça fait beaucoup de choses. On aura peut-être pas beaucoup de Q&A à faire. Après, il y aura quand même le sujet réussir sa prise de masse. Ouais. Une citation de Hormozy que j'ai entendue en podcast, encore Hormozy. Toujours. Si tu veux te sentir mieux, blâme les autres. Si tu veux être mieux, blâme-toi toi-même. Ouais, elle est belle celle-là quand même. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Bah, en vrai, ça m'inspire quand même le truc de, pareil, remettre la faute. En fait, c'est vraiment le bien de sentir et être. C'est vraiment deux choses différentes. Et du coup, c'est vraiment cool de mettre en truc que tu vas te sentir mieux en faisant ça. Mais est-ce que tu vas vraiment au fond de toi être mieux? Et du coup, sur le long terme, sentir mieux, c'est encore là ce choix-là de remettre la faute sur les autres quand il t'arrive un truc. Et je dis pas que oui, il y a des moments où bien sûr il y a plein de situations qu'on peut citer, oui, la personne c'est pas de sa faute, etc., etc. Mais en réalité, quand tu creuses un peu, il y a plein de situations
et je m'inclus dedans, hein, je veux dire, il y a plein de situations où on peut se plaindre à un instant T, mais est-ce que c'est pas de notre faute, tu vois? On a toujours une part de responsabilité. Est-ce que là, avant le podcast, j'aurais pas pu demander au mec de la régie de dire vérifie bien si c'est juste bien lancé, tu vois? Ouais. Est-ce que si je veux pas que ça me arrive plus tard, au lieu de me dire que c'est de sa faute qu'il aurait dû vérifier, semaine prochaine, je me mets un rappel pour lui demander quand même si c'est bien lancé, tu vois? Ça me coûte rien. Il y a plein de trucs à la con comme ça, tu vois, où les gens se disent c'est de sa faute, il aurait dû vérifier, c'est son taf, machin, tu sais, ils se montent un peu le crâne, tu vois? Alors qu'en fait, oui, ok. Et alors? En fait, même si c'est de ta faute, là, Laure Maudit qui disait ça, et c'était Alex Maudit qui citait Léla, même si c'est de ta faute, même si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, même si ton problème est de la faute de quelqu'un d'autre, ça reste ton problème en fait. Oui, bah ça devient ton problème en fait. Et oui, ça reste ton problème. Enfin, que ça le soit. Peu importe à qui c'est la faute, maintenant quoi qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, et tu dois quand même résoudre ce problème-là, tu vois. Donc, que tu trouves la solution, enfin, que tu blâmes l'autre personne ou que tu te blâmes toi-même, en blâmant l'autre personne, je trouve qu'on donne quand même beaucoup plus de pouvoir justement aux autres personnes. En se blâmant soi-même, on se donne beaucoup plus de pouvoir parce que si tu dis que c'est ta faute, ça veut dire que tu peux changer la situation et ça veut dire que du coup, tu peux t'améliorer et que cette situation-là soit ne se reproduise plus, soit change à l'instant T. Et puis ça te met aussi dans le truc de en fait t'es responsable de tout ce qui t'arrive quoi. Ouais, mais du coup c'est positif parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on va leur dire ça, ils vont se dire ah putain, enfin une espèce d'enfoiré, ça se fait pas pour telle ou telle situation, machin, maladie, etc. Oui, bien sûr qu'il y a des situations où c'est grave, tu vois. Bah oui, quand on parle de maladie, bien sûr que c'est pas de la faute de la personne, tu vois. Enfin, bien sûr que le développement d'un cancer c'est pas de la faute de la personne. Enfin tu vois, bon il y a des situations où ça peut être un peu. Il y a toujours du contexte aussi. Il y a toujours du contexte. Après t'as des gens qui ont une hygiène de vie irréprochable et qui ont. Et voilà. Donc il y a toujours un facteur. Vous êtes dans les statistiques, tu vois, de mauvaise chance, mais c'est comme les gens qui te disent ah ouais bah autant fumer alors. Tu vois, genre tu sais les gens qui fument, les gens fument pas, ils ont un cancer du poumon. Oui, donc, et les gens qui du coup bah autant fumer. Mais non mais en fait connard, c'est juste une question de statistique. Oui, t'as pas de probabilité. Mais t'aurais fumé, en fait t'aurais eu beaucoup plus de chance et ça serait peut-être pas arrivé. Mais en fait la loi des probabilités elle gagne toujours en fait. Bien sûr. C'est des mathématiques, tu vois, donc du coup c'est usant les gens qui disent ça. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est que c'est aussi une façon de voir la vie, tu vois. Il y a des gens où ça va être, mais je pense que c'est bien vraiment d'en prendre conscience et c'est bien d'en parler et de pas dire que en fait c'est pas grave si actuellement là imaginons là t'es en train de nous écouter, t'es en train de nous écouter, tu te dis putain mais en fait moi je fais ça, tu vois. Ouais mais en fait c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait avant, ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant, tu vois. C'est exactement ce qu'il y avait dans la saison 2 de Bref, là, ce qu'il se rendait compte que c'était c'est un connard. C'est un connard, quoi, qui réagissait. En fait, il s'en rendait même pas compte avant, et en fait, il a dû voir chez une autre personne qu'elle était, genre, qui était insupportable, qui se remettait jamais en question. Et il s'est dit, mais en fait, mais attends, je suis pareil, moi. Mais il s'en rendait même pas compte lui-même, quoi. Ouais. Et donc, et il disait, en fait, genre, c'est pas grave, en fait, d'avoir été comme ça. Maintenant, c'est rien de te morfondre, de dire, bah, vas-y, je suis une merde, de toute façon. Genre, il chiale un jour dans son lit, puis après, il se dit, en fait, je vais changer, tu vois. Et je pense que, l'important, c'est de se remettre en question réellement et d'essayer de changer, quoi. Ouais. Essayer de faire mieux. Et même chose, c'est pas grave aussi, des fois, d'avoir des moments où tu blâmes les autres. Enfin, tu vois, genre, c'est juste. Mais oui, on est tous, mais bien sûr. On est tous comme ça. On n'est pas parfait, hein. Bien sûr. En fait, je pense qu'il faut juste avoir un peu ce réflexe de donner le pouvoir, tu vois, de donner l'opportunité de quand même te blâmer toi-même, de dire ok, quelle part de responsabilité est-ce que j'ai là dans ce qui m'est arrivé? Est-ce qu'en creusant, j'aurais pas pu faire en sorte que cette situation ne se produise pas? Et au-delà de ce qui s'est passé, est-ce que là, je peux faire en sorte, quelles actions est-ce que je peux changer dans mon quotidien ou de manière générale pour que ça ne se reproduise plus ou pour que ce genre de situation ne se reproduise plus, tu vois? Et si tu arrives à du coup avoir cette façon de penser, tu vois plus les situations négatives comme des situations juste des fatalités, tu vois, mais tu vois ça comme des leçons qui te permettent du coup de t'améliorer toi en tant que personne plutôt que de te dire et il m'arrive encore un truc. Et puis souvent c'est ah putain mais c'est toujours. Et de toute façon ça m'arrive qu'à moi. Oui voilà. C'est. Ouais, c'est une façon aussi de voir. Enfin c'est aussi pour ça que je pense qu'on aime bien les gens optimistes parce que c'est vraiment deux visions de la vie. Soit tu vois le verre à moitié plein, soit à moitié vide. 100%. Bon. Je trouve ça intéressant. Ouais, bon, parlons un peu de muscu. Parlons un peu de muscu parce qu'on vous n'aimez que ça, vous aimez muscu. Réussir sa prise de masse. Attends, je me mets sur le sujet. Allons-y. J'ai repris ma prise de masse moi récemment. Moi, j'ai bientôt fini ma prise de masse. Il reste combien de temps là? On est quand? Je pense qu'il reste quelques semaines, 2-3 semaines. Ouais. Après, ce sera fini de manger comme un gros tas, j'ai hâte. Manger comme un gros tas, non mais le mec. Putain. Et si vous voulez, vraiment, c'est une dinguerie. Quand attends, juste, dis-leur, tu cales à combien de grammage de pâtes pesées crues? De pâtes, avec sauce dessus? En vrai, 150. Putain. Voire même moins. Putain, mais c'est une dinguerie. Je pense 100 grammes, déjà, je suis en mode... Mais frère, mais c'est un truc de fou. 150, je suis vraiment... Genre là, hier, c'était dur de finir.
Ouais, franchement, les regards caméra, ils sont terribles là. C'est une dinguerie. Moi, je bouffe de sang. Ouais, mais toi, t'es un homme, toi. Bah, je crois, hein. Ouais. Ouais, c'est terrible. Non, mais bon, écoute. Déjà, première question, parce que j'ai essayé de diviser un petit peu le gros sujet en plusieurs questions qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait répondre. Comment commence sa prise de masse? Comment et quand? Ouais, d'une certaine façon, comment et quand. Mais plutôt comment, dans le sens où quelle composition corporelle avoir, dans quelle situation être pour commencer sa prise de masse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une question qu'on me pose souvent, ça d'ailleurs. Ouais. Bah, en fait, je pense que souvent, il y a une il faut que tu sois à ce taux de masse grasse là. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment des gens. T'as des gens qui vont se sentir très bien en étant. Dans l'idéal, plus t'es sec, mieux c'est, parce que plus tu vas rester longtemps en surplus. Mais si t'as pas envie d'être en déficit et que t'es peut-être à, je sais pas, 12-13% de BF et que toi tu veux faire une prise de masse parce que tu veux optimiser tes gains, ça va pas être vraiment beaucoup moins optimal tant que tu prends du poids tranquillement, que tu tolères bien d'être assez gras. Souvent, c'est quand même des body fat où tu te sens fort, où t'es à l'aise, où t'es bien, où t'as pas trop faim. C'est vrai qu'il y a ça aussi à prendre en considération. Il y a aussi le fait que. Comment tu te sens à ton body fat, quoi. Ouais, il y a des gens aussi. Ça, je sais pas si ça a été expliqué en théorie. Je sais pas non plus. Mais en pratique, on le voit souvent. Il y a des gens. Qui se sentent super bien à un body fat pas élevé, mais relativement pas bas non plus, quoi. Et à l'inverse, d'autres qui se sentent très bien. Mais le problème de ça, c'est qu'on sait aussi que ce qui est intéressant, c'est d'être dans cette phase de surplus calorique. Oui. Et du coup, le problème, c'est que quand t'es. Enfin, c'est un problème en réalité, mais c'est pas non plus une fatalité. C'est que du coup, quand tu es déjà assez gras. Bah, tu vas passer moins de temps sur tu vas passer moins de temps sur plus, tu vois. Donc, si du coup, t'arrives au stade où t'es fort en étant un body fat qui est plus ou moins élevé. Quand je dis plus ou moins, je m'entends. Et du coup, le problème, c'est que ce body fat là, tu seras peut-être du coup dans cette phase encore où tu vas être de plus en plus gras, vu que tu es déjà un body fat élevé, tu vas du coup prendre de plus en plus de poids et du coup d'être de plus en plus gras. Et donc, tu vas pas rester si longtemps que ça, ou à moins de maintenir ce body fat là et de du coup baisser un peu les cales pour être en maintenance et de maintenir ce poids de corps là et du coup de maintenir par conséquent ce body fat là pour pas partir directement en sèche, quoi. Ouais. Mais du coup, tu passes pas de temps sur plus, quoi. Et tu penses c'est quoi le mieux? Rester. Ça, c'est une vraie question que, en réalité, je me suis jamais posée. Rester, genre, dans ce body fat-là, dans un body fat qui est, du coup, pour toi, celui où tu te sens le mieux, où tu performes le mieux, et faire en sorte qu'il augmente pas pour, du coup, ne pas arriver au stade où tu as envie de sécher, et du coup, être en maintenance, ou, juste faire son chemin, du coup, là, t'es à, je sais pas, 15% de body fat, du coup, t'augmentes jusqu'à atteindre le body fat qui te semble être le plus gras pour sécher, tu vois. Et du coup, tu restes dans cette phase de surplus. Ça va le mieux parce que tu restes quand même en surplus. Et même si t'es plus fat, si tu te sens bien, en fait, tu construiras pas moins de masse musculaire parce que t'étais pas moins sec. Tu vois. Peut-être, je crois qu'il y avait des trucs où genre là, je crois qu'il y a une boucle entre genre quand t'es trop gras, tu peux avoir moins de testostérone ou en tout cas un truc. Je crois qu'il y avait un lien avec ça. Je suis pas méga sûr. Je suis pas méga sûr non plus, mais je crois qu'il y avait une boucle entre les deux. Tu vois, j'en parlais avec Yann notamment. Je crois que la testo aime pas trop le gras. Tu vois, genre quand t'es trop grand en général. Mais je pense qu'il y a des gens, c'est individuel, quoi. Moi, je sais que très gras, je me sens pas bien du tout. Et de toute façon, j'ai énormément de mal à être très gras, tu vois. J'aurais du mal. Je me sens bien très sec. Je pense que ça vient aussi de ton passif. Ouais. Les personnes qui ont été en situation d'obésité ou de surpoids, j'ai remarqué qu'ils se trouvent, ils se sentent, alors je dis pas qu'ils se sentent mieux en mode leur regard sur eux-mêmes, mais ils se sentent mieux en termes de perf. Enfin, je le vois en pratique, hein, donc ça reste que de l'anecdote, donc c'est pareil, ça prend avec des pincettes. Mais en pratique, je vois qu'il y a quand même quelques-uns de mes clients qui ont été en surpoids avant, qui ne le sont plus, enfin qui ne l'ont plus été après, mais qui du coup ont quand même beaucoup plus de performance et se sentent mieux de manière générale lorsqu'ils ont un body fat élevé, tu vois. Ouais, alors que moi c'est vraiment l'inverse, genre. Et je me sens physiquement, en vrai, là mon physique me convient très bien à mon body fat, alors que je suis pas haut non plus, mais je suis pas, pas bas non plus. Non. Mais dans mon corps à moi, je me sens mieux physiologiquement, quoi. Genre, tu sais, je sens que je dors mieux, je digère beaucoup mieux. Tu vois, j'ai plein de trucs comme ça, donc je pense que c'est ultra différent, quoi. Et je pense qu'il y a plein de mecs à mon body fat qui sont tirés vraiment pas bien, tu vois, genre en mode avec des grosses envies de manger, etc. Oui, il y a ça aussi, ouais. Moi, j'ai pas trop ça. Bon, en fait, je suis pas trop trigger par la bouffe, donc non. Mais ouais, donc pour répondre à la question, je pense que le taux de body fat dépend aussi du contexte. Et il y a pas, genre, on peut pas dire faut que tu sois entre 10 et 15, comme on dit souvent. Je pense que si toi à 15 tu te sens bien et que t'as pas envie de sécher et que t'as envie de faire une prise de masse pour prendre du muscle, monte jusqu'à peut-être 20 en étant vraiment smooth, et après tu sécheras. Je vois pas trop de problème de faire ça, quoi. Mais je pense qu'une timeline et une roadmap idéale pour la prise de masse serait du coup de faire une mini cut avant, potentiellement. Idéalement, oui, pour être. Idéalement.
Mais des fois, c'est pas possible. T'es dans une phase où le mec a été en déficit depuis longtemps, il a envie vraiment de prendre du muscle tôt, il a pas envie d'être. Enfin, tu vois. Donc, je pense. Mais dans l'idéal, je pense que c'est sûrement le mieux. Ouais. Sûrement ce qui peut être intéressant. Comment doit se passer une prise de masse? À quoi s'attendre en termes de poids, en termes de performance et en termes d'évolution physique? Je te laisse répondre. En termes de poids, viser déjà, idéalement, je dis bien. Alors déjà, ça va dépendre d'un truc, parce que c'est vrai qu'il y a un point que j'ai pas abordé, c'est que ça va dépendre de ton poids de départ. Et tu vois, j'ai un gars là que j'ai fait rentrer en coaching il y a pas longtemps, qui en fait m'a contacté, mais en fait, en étant très maigre. Mais vraiment très maigre, c'est-à-dire un IMC négatif. Enfin, un IMC, du coup, situation de maigreur, tu vois. Et du coup, là, dans ce contexte à lui, mon objectif, c'était de lui rajouter de la masse grasse, tu vois. Donc j'ai cherché à réellement lui faire augmenter son poids rapidement, entre guillemets, c'est-à-dire viser en gros 1 kilo semaine, tu vois, pour qu'on puisse prendre 3, 4 kilos peut-être par mois, et encore on était peut-être un petit peu moins que ça, je crois qu'on était 2-3 kilos quand même par mois, donc ça veut dire 500-600 grammes semaine, tu vois, ce qui en soi par rapport à son poids de corps était assez élevé, mais le but c'est du coup de le faire revenir à un IMC positif, et là du coup d'être quand même bien d'un point de vue santé. En gros c'était un peu ça le point de départ. Par contre, c'est ce qu'on fait en gros après une compétition de bodybuilding. Oui, en gros c'est une recovery diet, quoi. C'est un peu l'idée. Et en termes de poids de corps, du coup, de manière générale, pour quelqu'un qui serait dans un IMC, enfin qui serait une norme en termes de poids de corps, tu vois, en termes de body fat, serait du coup de viser entre 0,5, 1%, peut-être un petit peu plus, grand max, du poids de corps pris par mois. Et bon, ça équivaut généralement pour la plupart des hommes et pour des femmes entre 100 et 300 grammes en gros par semaine, quoi. Et en gros, généralement entre 800, 1 kg et grand max 1,5 kg par mois. Ouais. En gros, c'est ça. En pourcent, t'as dit combien? 0,5 à 2. Ouais, c'est ce que je vois. Moi, je fais 0,5 à 1, puis bon, des fois, si on a un petit peu plus, c'est pareil. Oui. Et puis ça dépend un peu du niveau du mec, quoi. Ça dépend du niveau, de la phase où il est, etc. En général, quand même, plus un mec est débutant, plus il a de potentiel de gagner de la masse musculaire facilement, quoi. Ouais, mais j'irais toujours chercher le même. Mais en général, oui, j'irais pas non plus à plus de. Mais ça me choquerait moins. Genre, un mec, par exemple, un mec qui a arrêté la muscu. Tu sais, ça peut arriver des mecs qui arrêtent la muscu, ils viennent vers toi. Tu sais, du coup, grosse mémoire musculaire, ce genre de truc. Qu'ils prennent du poids plus vite, je me dirais, ok, dans ce contexte-là, ça va, tu vois. Enfin, ça a pu m'arriver de me dire, il prend du 800 grammes semaine, et puis tu vois son physique, le mec bouge sans prendre trop de gras. Ça me choque pas, quoi. Bah, je dis pas que c'est pas forcément un truc que tu sais, genre de façon hebdomadaire, j'irai peut-être pas changer. Par contre, si je vois que ça reste du mensuel et qu'on est sur du 3 kilos pris par mois, tu vois. Ouais, sur du long terme, oui. Enfin, tu vois, là, je commence mais plutôt, je dis sur le court terme, tu vois. Ouais, mais sinon, je suis clairement d'accord avec toi sur le truc 0,5, 1%, je pensais. Bah, en plus, c'est que généralement, ça équivaut toujours à la même chose, c'est que ça équivaut entre 100, 200, 300 grammes par semaine. Ouais, max, ouais. Et des fois, je pense qu'il faut pas trop regarder que la tendance à la semaine. Faut regarder la tendance au mois, tu vois, parce que des fois, d'une semaine à l'autre, des fois tu vas prendre 800 grammes, pendant après 2 semaines tu vas stagner. Il faut aussi ne pas être trop matrixé et faire des changements trop rapidement en mode ah bah là ça va pas bouger donc je change direct. Non, laisse. C'est trop bizarre, j'ai un client, Julien, qui nous écoute, qui est très avancé pour le coup, qui a une particularité avec son poids de corps. C'est trop bizarre. Genre, il fait, ça augmente légèrement, ça stagne, ça augmente de fou. Et en fait, à la fin, sur les 4 semaines, ça fait plus 1 kilo, tu vois. Mais en fait, et ça c'est le même schéma chaque mois. J'ai un gars qui augmente léger, stagnation, boum. Et en fait, la stagnation de la 3e semaine est comblée par l'augmentation élevée de la 4e semaine. Et mais c'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si c'est une coïncidence chaque fois. Que le coach le coach peut-être depuis 6 mois maintenant. C'est sûr qu'il a passé menstruation. Mais attends, est-ce qu'il y a pas un cycle au-delà de ça? Je crois pas en vrai. Il y a pas des trucs qui peuvent se produire au cours du mois, je crois pas. Ça me dit rien en tout cas. Bah moi non plus. Mais Julien devrait peut-être cacher quelque chose. Juliette. Non mais c'est vrai que j'avais des clients en qui ça m'arrivait, un gars qui faisait souvent quand il était en déficit, il faisait une semaine il stagne et une semaine il perd 1 kilo, une semaine il stagne, une semaine il perd 1 kilo, une semaine il stagne, et en surplus pareil il faisait genre plus de 100 grammes stagne, non si il faisait genre si plus de 100 grammes stagnation, plus 400 grammes stagnation, ou un truc ou dans le genre où tu sais genre la stagnation était toujours elle compensait la semaine d'après, quoi. Mais ça encore, ça me choque pas tant que ça, parce que là le mec, enfin ce qui est surprenant, c'est toujours ouais, c'est bizarre lui, j'avoue, c'est toujours la 3e semaine, tu vois. Bon, ou peut-être que ça se trouve c'est pas toujours à chaque fois, faut que je regarde la roadmap, mais je me suis fait plusieurs fois la réflexion. Ça arrive quand même régulièrement, quoi. Ouais, au point que du coup je sais que tu sais quand je suis à la 3e semaine, je sais bon bah là tu vois, je vois. Ouais, ça peut être j'ai du mal. Mais c'est toujours régulier, hein. C'est toujours ça prie toujours régulièrement, mais ouais. Bon, c'est étrange, mais... Ouais, intéressant. Du coup, voilà pour notre avis en termes de points, en termes de performance. Bah, généralement, une augmentation des performances.
Mais ce qui est intéressant, c'est de parler un peu du logbook, parce que c'est pareil, il y a des gens qui en prise de masse vont se dire, ok, il faut que tout soit vert, tout le temps, faut que tout pète tout le temps. Toi, t'en penses quoi de ça? En fait, je pense que la plupart des gens pensent que veulent surcharger beaucoup trop vite, donc dégradent vite la technique, et surtout pensent que si tu surcharges pas, tu prends pas de muscle. Alors que, en fait, c'est un truc que tu disais bien, c'est genre, ça se trouve, c'est pas parce que t'as pas surchargé que t'as pas augmenté le stimulus, et surtout, c'est peut-être que faire une rep de plus, t'as pas encore pris assez de masse musculaire pour aller faire cette rep de plus. On sait pas, et ça, je pense c'est impossible de savoir. Enfin, je pense pas qu'on le sait, à moins qu'il y ait peut-être des études qu'on regardait un petit peu, mais on sait pas, tu vois, le total de masse qu'ils font en plus, le total de grammes qu'ils font en plus sur les pecs pour gratter une rep sur un écarté, tu vois. Tu vois, on n'en sait rien. Ça se trouve, ça te prend 3 semaines de faire assez de masse musculaire sans tricher pour réellement faire une rep de plus. Oui, c'est ça. Et est-ce que ça veut dire que tu stagnes? Non, ça veut dire que ça prend progressivement, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a des exos aussi qui sont beaucoup plus durs à progresser que d'autres. Si on prend l'exemple des élévations latérales et de tous les mouvements d'isolation qui engagent des muscles, des petits muscles, donc élévation frontale, élévation latérale, oiseau poulie haute, tout ce genre de trucs là, c'est des mouvements qui sont durs à progresser parce que t'as beaucoup moins de muscles, donc potentiellement tu rajoutes moins de tissu, et donc ta capacité à faire une rep de plus, c'est aussi des mouvements où tu mets pas lourd. La capacité de surcharge est souvent plus dure, donc souvent on se dit putain, je stagne de fou sur les épaules et tout, mais en fait c'est surtout que juste tu stagnes pas, c'est très lent de progresser dessus. Oui, bien sûr, c'est normal. Souvent c'est des poulies, donc la poulie il suffit qu'elle ait un peu plus de frottement, que tu te places un tout petit peu différemment. Il y a plein de trucs qui peuvent jouer, quoi. Je pense qu'il faut pas trop se matrixer avec le logbook, juste fais du mieux que tu peux, pas le plus loin possible dans l'effort. Et même un point aussi que je trouvais aussi intéressant à aborder, c'est au niveau de la micro-progression. Tu sais, il y a un peu une mode qui en soit pas non plus ridicule, hein, de mettre des 0,5, des petites plaques de 500 grammes et tout, tu vois, sur les poulies et tout ça. Et en soi, ça peut du coup combler un peu cette difficulté à progresser. C'est une très bonne chose. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a, via justement cette micro-progression comme ça, avec une grosse chargeabilité, du coup, est-ce que ça, finalement, vu que c'est tellement petit, que tu pouvais pas déjà le faire en fait à la base, t'as l'impression de progresser en mettant un tout petit peu plus lourd, mais en fait ça se trouve ça c'est déjà une charge vu que c'est tellement petit que t'aurais pu déjà soulever, t'aurais pu faire la même perf. Imaginons que t'es bloqué à 8 reps à je sais pas 2,5 kg, tu vois, sur je sais pas une élévation latérale à la poulie, tu rajoutes du coup 500 grammes, 3 kg, tu refais 8 reps, en fait ça se trouve ça t'aurais déjà pu le faire avant, tu vois. Ouais, mais t'as augmenté le stimulus quand même. Oui, mais dans ce cas-là, comment tu fais alors pour progresser? T'attends de faire des... c'est comme ça, c'est juste... T'attends une rep de plus. Ouais, mais moi je pense que c'est beaucoup mieux de surcharger parce que du coup, dans ce contexte-là, mentalement, tu te dis j'ai progressé. Oui, mais mentalement. Mais pour beaucoup de gens... On en vient au mental. Mais je pense que... Et t'as progressé en toi parce que t'as quand même rajouté 500 grammes. Oui, mais, non, mais d'accord. 500 grammes sur 3 kilos, mec, c'est pas mal, hein. Oui, mais je prends cet exemple-là, c'était pas. Oui, c'est sûr, sur une presse à cuisse, c'est ridicule. Oui, mais même au-delà de la presse à cuisse, je pense qu'il y a d'autres exemples que j'ai pu voir qui sont pas des exemples de tirage. Tu vois, les tirages, c'est souvent sur ça que je vois à la poulie des tirages verticaux et tout comme ça. Où là, on pourrait se dire que c'est pas énorme, mais qu'en réalité, le 500 grammes, même le 1 kg, c'est pas un truc qui va, tu vois, changer grand-chose. Et certes, ok, t'as pu mettre plus lourd, t'as fait 8 reps, d'accord. T'as pas gagné du muscle en faisant 8 reps de plus avec plus lourd. Certes, t'as augmenté le stimulus, mais en réalité, pour moi, le stimulus est le même dans le contexte où juste t'as été à l'échec sur une charge donnée, tu vois. C'est ça qui compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense quand même que je suis d'avis que c'est tellement positif de voir que tu surcharges. Oui, mais ça... si tu peux, si t'as de la microchargeabilité, fais-le, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais sois cohérent. Mais on n'est plus... Enfin, du coup, c'est plus le même sujet, tu vois. Mais sois cohérent en réfléchissant en pourcentage de surcharge. Genre, typiquement, va pas foutre 500 grammes sur une presse à cuisse, quoi. Oui, mais ça... Où tu mets 200 kilos. Ouais, même 2,5 kilos. Hein. Enfin, genre... même des petites plaques. Là, par contre, tu sais que là, sur ma presse, là, Jim Leco... Oui, mais il n'y a pas beaucoup. Je mets 3 plaques de chaque côté, donc ça fait quoi? Ça fait 120. Je mets que 10 kilos de plus. Hein. Oui, et des fois, je mets que 5 kilos. Hein. Oui, mais moi, déjà, ça m'éteint. Oui, parce qu'il y a 3 plaques. Ouais, il y a 3 plaques. Et quand tu fais une presse à cuisse, tu mets 6 plaques. Technogym, tu mais 5 ou 6 plaques, va pas rajouter. Oui, va pas rajouter 1,25 de chaque côté. Mais 5 kilos éventuellement chaque côté en tout, tu vois, minimum. Mais je pense qu'il faut quand on réfléchit en termes de surcharge, je trouve que réfléchir en termes de pourcentage, c'est vraiment le plus smart, quoi. C'est vrai que moi, j'ai toujours fait de l'instinctif, même en coaching. Moi, je fais grave du pourcentage. Moi, c'est du coup, ça se retranscrit, tu vois. Enfin, oui, tu finis par le faire de manière inconsciente. Ouais, c'est ça. Mais là, je le fais beaucoup, même moi, là, pour mes surcharges, j'essaie d'être très smooth. Et souvent, je réfléchis comme ça, genre en mode 0,5 à 10%, quoi. Ouais, plus, c'est difficile. Hein. Ouais, 100%. Donc, voilà ce qu'on avait à dire par rapport à les attentes vis-à-vis de la performance et vis-à-vis de l'évolution physique. Quelles sont les attentes? Tu veux t'y coller? Vas-y, si tu veux. Déjà, il y a un point qui est aussi important
à souligner, c'est au niveau de la prise de masse. Bon, je crois qu'on avait parlé il y a quelques temps en plus, le biais de la prise de masse, c'est où on voit que ça progresse, on voit que le physique bouge, mais en réalité, il y a soit des fois du stockage de masse grasse qui peut se faire à des endroits où on a de la chance. Par exemple, il y a des gens qui vont stocker au niveau des quads, ça va rendre beaucoup plus huge, d'autres au niveau des ischios. Enfin, tu vois, il y a plein d'endroits où ça peut stocker qui peuvent rendre du coup un peu plus huge, même si généralement ça se répartit, ça peut aussi bien se répartir et du coup rendre tout le corps un petit peu. Moi, je pense que je rends mieux, tu vois, typiquement quand je fais un petit peu gras, parce que genre ça se répartit bien, tu vois. Je fais pas gras, mais je fais plus huge. Ouais, c'est ça. Donc. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? Que le biais de la masse grasse, du coup. Biais de la masse grasse. Et aussi, si tu manges un peu plus, tu as potentiellement tes réserves de glycogène qui sont un petit peu plus remplies. Si tu sors d'une sèche notamment, et du coup, tu vas rendre rapidement assez huge. Donc, tu peux te dire assez rapidement, ah putain, le mec, il a progressé des pecs, tu vois. Et alors qu'en fait, non, enfin, genre pas plus que ça. En termes de tissu, si tu auras. Tissu musculaire, tu refais une sèche dans quelques temps, et en fait, le mec a la même. Enfin, tu vois, genre. Ouais, il n'y a pas eu des changements significatifs, quoi. Donc, je pense que c'est intéressant de voir. On peut jamais être sûr quand on coach en ligne, tu vois. De voir la tendance qu'a le mec à progresser. Si tu vois que t'as l'impression, en fait, le simple fait d'avoir l'impression qu'un groupe bouge, t'es pas obligé de dire c'est sûr que le groupe il a bougé de fou, tu vois. Mais le simple fait d'avoir l'impression que ça a bougé, c'est déjà tu peux que en fait t'arrêter à cette impression là parce que t'es coach en ligne. C'est là où moi ça me fait marrer quand les coachs disent mais moi cette méthode là ça a fait progresser mes clients machin. Mais comment tu peux être sûr de ça, mec? Comment tu peux en être sûr? C'est pas possible, t'es coach en ligne, gros. Comment même si t'es coach en présentiel, tu pourrais pas être sûr à 100%. Non, bah non. Tu fais pas des tests, tout ça. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Tu peux te dire, ok, bon, même body fat, on voit qu'il a progressé, mais. Mais même ça, est-ce qu'il a pas amélioré son posing? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Oui. Aussi, et comment tu sais que c'est cette méthode précisément, tu vois? Oui, en plus. ça, c'est. Oui, bah oui. Donc, ouais. Mais quand même, faut du coup avoir quand même, on va dire, comme attente en tant que coach ou même en tant que soi-même, enfin quand on se coach soi-même, de voir que le physique tend vers bouger un peu, quoi. Oui. On pense quoi, toi? Je pense que c'est important quand même d'avoir ce truc-là de déjà comparer le physique et même, enfin tu sais si tu as, enfin je sais que j'ai déjà eu. Je pense que c'est un truc que en tout cas moi mes clients me mettent en avant, qu'ils aiment bien le fait qu'il y ait des comparaisons au niveau du physique régulières, parce que en fait, les gens ne se voient pas en fait. Ils se voient juste dans le miroir à chaque fois, et enfin c'est comme l'herbe de ton jardin, tu la vois pas pousser en fait. Le physique c'est exactement pareil. Donc si personne compare en fait, t'as l'impression que tu stagnes. Alors en fait tu peux voir, et souvent quand c'est ton propre physique, ça c'est un truc qu'on me dit souvent, putain moi j'avais pas vu ça. En fait si tu vois pas parce que t'es biaisé, t'étais en mode oh non en fait j'ai pas progressé, on est tendance assez négative, c'est aussi vis-à-vis de notre physique. Donc ça te permet de te dire ok en fait ça bouge bien, et au moins et puis même et si ça bouge pas aussi de se dire ok peut-être qu'on peut changer quelque chose, quoi. Que c'est dans les deux côtés, quoi. Ouais, 100%. Je pense intéressant effectivement de faire des comparaisons en tant que coach très régulièrement du physique. Ouais. Toi t'en fais un intervalle régulier? J'en fais très souvent. Ouais. En particulier pour des sèches. Ouais oui c'est ça. Sur un surplus, parce que là vu qu'on parle du surplus, il faut bien se dire que on aura tendance à avoir un physique qui peut souvent se dégrader, qui est pas forcément mieux. Tu parais souvent, enfin il y a beaucoup de gens qui paraissent pas vraiment plus musclés pendant un surplus, et il faut être ok avec ça, quoi. Il faut bien dire que la métrique qui nous dit que vous prenez du muscle, c'est juste que vous progressez avec un bon volume chaque semaine. Et que vos mouvements sont standardisés. Oui, vos mouvements sont propres et standardisés. En fait, en vrai, c'est un peu la métrique la plus fiable qu'on a, que vous prenez du muscle. Les photos. C'est là l'intérêt d'avoir un logbook, et c'est là l'intérêt d'acheter le document de Romain. Méchant. Il m'a fait des pages D comme ça. Mais oui, bien sûr. Ouais. En vrai, le document est très très bien, et puis du coup, il y a un logbook intégré, et je pense que c'est important en tant que coach d'avoir un bon document de suivi pour voir réellement les progressions des clients, quoi. C'est la base des bases, quoi. Et même pour vous, si vous êtes si vous n'êtes pas coach, mais juste vous voulez avoir un document, franchement, allez-y. Hein. Tu sais que j'aimerais trop faire une bête d'application pour ça. Eh bien, gros, tu sais que ça, j'allais t'en parler. T'inquiète pas, JR, il a déjà fait la roadmap. Je sais qu'il y en a déjà, mais on va faire mieux, gros. Bah oui. J'ai déjà des idées, gros. En fait, je pense pas que c'est fait pour des mecs qui même coachent des gens qui font du body, tu vois. Ouais. Genre, imagine, t'aurais un truc, mec, qui. Genre... Parle-en pas là, t'es un malade. Ok. Mec, vas-y, dis le plan d'action. Alors les gars, vas-y. Dans 3 semaines, il y a un mec qui la sort pas cher. Je dis rien. Je dis rien, mais t'inquiète. Mais c'est que ça, j'y ai pensé hier soir, gros. Ah ouais? Je te jure, gros. T'es dans la tête ou quoi? Ouais. Parce que par rapport aux autres trucs dont on parlait, je dis mais attends, mais ça pourrait stylé. Et en fait, le truc, ce serait d'associer tout ensemble. Bref, bon, vas-y, on parle des trucs qu'ils vont rien comprendre. Ouais. C'est quoi, ça, bon, on a un peu parlé en gros de l'évolution physique. Au niveau de la diète en prise de masse, comment répartir ses macros? Quelles sont les recommandations que tu donnerais, toi? Bon, ça va être très rapide. T'as de protéines.
Protéines, de ce qu'on 1,8 g de base, j'aurais dit. Maintenant, de ce qu'on a vu là, apparemment, il y aurait eu des études récemment qui montreraient qu'en avoir un peu plus, ça peut être intéressant. Mais en vrai, ça, c'est un truc que je trouvais ça intéressant d'en parler, mais en réalité, en pratique, tu montes toujours à plus d'1,8. Tout le temps, t'as plus de 2 grammes. Mais oui, tout le temps, t'as plus de 2,2, 2,3. Surtout tout le temps. Mec, j'ai plein de gens qui sont même à 3 grammes. Sinon, tu bouffes 50 grammes de viande à tes repas, quoi. Mais oui. Et donc oui, factuellement, tu y es assez facilement. Tu y es très, très, très facilement. Très facilement. Et sinon, le rapport glucides-lipides, comme je dis souvent, on s'en fout un peu, quoi. Ça dépend de ton adhésion, ça dépend de lipides, lipides quand même, le fait d'être, ils le disent bien. Oui, d'être assez haut quand même. Il faut quand même être, pour maximiser les gains, apparemment, ce serait intéressant d'être aux alentours des 20, 25, même 25-30% du sol calorique. Donc pour le coup, ça c'est un truc où il faut faire quand même un petit peu attention. Mais oui, et d'ailleurs, c'est un peu un truc, les anciens body sont un peu en mode le moins de lipides possible. Hein. Ah ouais? Mais avec les diètes ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est du 40-50 grammes de lipides, c'est vraiment le plus bas possible, parce que les glucides, vas-y, c'est ça qui fait que tu vas être fort. Et du coup, ça c'est un truc que je répète tout le temps, la muscu, c'est pas un sport glucodépendant. En gros, vous n'allez pas vider vos stocks de glycogène quand vous faites une séance de muscu, contrairement à une séance de vélo ou de cardio, où là vraiment c'est très glucodépendant et où vous allez beaucoup plus vider les stocks et où du coup c'est très pertinent de remanger beaucoup de glucides pour refaire les stocks et reperformer derrière. C'est pas le cas en muscu, quoi. Alors muscu, alors si ça l'est, mais dans un contexte où t'as beaucoup de séries. Oui, mais personne qui fait ça pour l'hypertrophie. En vrai, je pense quand même qu'il y a ce qu'on dit sur le papier, il y a quand même la pratique. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'il disait dans les études, justement. Ça, je me souviens j'ai les trucs en tête. Il disait que même dans les séances avec pas mal de séries et tout, la déplétion du glycogène était genre de 40% maximum. C'est-à-dire que le lendemain, tout le glycogène était, même avec un apport en glucides qui était pas délirant, c'était comblé, quoi. Donc il n'y avait pas forcément besoin. Donc, disons que je pense que ça peut être intéressant de bouffer des carbs post-training. Je pense pas, c'est pas intéressant, tu vois, c'est pas d'intérêt, justement, comme on dirait, post-training pour refaire les stocks de glycogène, etc. Ça, effectivement, ça n'a pas vraiment l'intérêt dans le contexte où les stocks sont pas si vidés que ça. Je pense que par contre, en avoir avant, ne serait-ce que juste pour pas avoir faim pendant la séance, c'est quand même assez intéressant. Faut juste pas forcément se blinder et se dire, faut à tout prix que j'ai 200 grammes de carbs, 200 grammes de carbs, tu vois, pré-training, etc. Tu vois. Mais même mentalement, tu le sens souvent, tu te dis, je vais pump, tu te sens bien, tu te dis, il y a aussi ce truc mental. Et d'ailleurs, il y a aussi le truc, je me souviens qu'à l'époque, je pensais qu'il fallait manger des glucides. Tu sais, c'était à l'époque où je voulais optimiser chaque petit détail de trucs, et je me disais que j'avais vu que pour optimiser l'assimilation des protéines, il fallait avoir un pic d'insuline, et donc il fallait manger des glucides. Ouais. Tu te souviens de ça ou pas? Oui. Et en fait, le truc, c'est que c'est rien, puisque les protéines sont déjà elles libèrent déjà de l'insuline, et largement assez pour que y ait une optimisation de l'assimilation et de la MPS. MPS, ouais, c'est ça. Mais oui. Donc, vous faites pas chier à manger des carbs en sèche parce qu'il faut optimiser ou ce genre de truc, quoi. Ouais. Et puis surtout que, mec, moi, le total de carbs que je bouffais post-training. T'avais pas beaucoup de lipides à cette époque, du coup, j'imagine? Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Non, tu vois des mecs, du coup, qui se tapent des 700-800 grammes de carbs. Ouais. Moi, je me tire une balle dans la tête, mec. Même pas y penser. Vas-y, toi. 140 grammes de lipides, moi, mec. Aïe. Et par contre, ça, juste pour revenir aux protéines, et tu vois, je trouve c'est méga la branlette intellectuelle de se branler autour des 1,8 grammes, 1,6 grammes, machin. Oui, on s'en branle, hein. On s'en branle totalement quand t'es en prise de masse. En fait, à chaque fois, prise de masse sèche, la conséquence de la sèche, c'est que t'as un peu moins de protéines, il faut juste s'assurer d'être à 1,8 grammes. Genre, tu le fais, normalement, si t'as des. Enfin, tu sais, à chaque fois. Si t'as des repas, juste un tout petit peu composés normalement. Genre, tu t'en sors, t'y arrives, tu vois. Et la prise de masse, mec, t'es toujours beaucoup plus haut. Donc, en fait, quand je vois des mecs, des fois, qui font des posts pour dire, ouais, mais ça sert à rien en prise de masse avec plus de 1,8 grammes, mais les mecs, vous avez déjà créé des diètes. Enfin, genre, vous êtes déjà rendu compte que, genre, en fait, tu finissais toujours à beaucoup plus. Mais c'est pas parce que tu le voulais, mais juste c'est la conséquence. Tu fais quoi sinon? Tu fous que des lipides. Mais je pense qu'ils comptent pas les protéines végétales. Si, mais si. T'as des mecs qui comptent pas ça, mec. Ouais. Bref. Terrible. Le nombre de repas en prise de masse. Tu veux y répondre? En vrai, le nombre que vous avez envie, je pense qu'au moins, je pense que 4, en fait c'est pareil, c'est toujours en théorie, en pratique, je pense qu'en pratique, au moins être à 4 c'est souvent bien. Alors je dis pas des vrais repas, c'est pareil, hein. Ça peut être déjà des petites collations. Tu connais
Pas les vrais repas. La whey. Ouais, la whey et l'avoine. Non, je prends plus d'avoine, moi. Ouais, t'as arrêté. J'ai arrêté l'avoine. Mais à l'époque. À l'époque. Avant 16 heures, il n'y avait pas de repas liquide. Ah, il n'y avait pas de repas solide. Hein. Tu me nourrissais à. Ah, il était biberonné. Ah ouais. Putain, ça c'était aussi un arc de ma vie. Ouais. C'était vénère. Hein. Avone fraise, whey. Et huile de colza dans l'avoine. Oh là, je vais te faire insulter à dire des trucs comme ça. Là, Yann, il saute de son. Oh, il commence à faire une crise d'épilepsie là. Il a sa voiture, il est pas bien là. Il a souri comme un con. Ouais. À chaque fois, on va lui dire ça, c'est à tous les épisodes. Mais ouais. Qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Donc, nombre de repas. Je pense que 4, c'est bien. 5, si. Ouais, c'est pareil, c'est 5 c'est ok, enfin genre 5 c'est bien aussi. Et putain c'est chaud, ça commence à être chaud d'un point de vue orga, Ouais. Bah, à moins que tu sois full là-dessus, tu vois. Oui, moi j'ai été, mec. Oui, quand t'es, c'est ça. 5 repas. Quand t'es à fond, ça se fait, tu vois. Ouais. Mais quand t'as d'autres trucs à gérer, enfin même moi là, tu vois, j'ai 4 repas, des fois, tu vois, il y a hier, enfin il suffit qu'il y ait un moment où t'as un peu plus de stress, parce que t'as plus de taf, plus de trucs. Ça te met vite dans le truc, donc faut être bien organisé. Comme si en fait, si le body c'est pas ta prio de fou. Ouais. Et que t'as pas tout un. Enfin, tu sais, si tu t'identifies un petit peu plus comme autre chose qu'un body, c'est compliqué. Ouais, bah tu peux vite te dire, oh putain, ouais. Ça casse les couilles là. Mais en même temps, répartir, ça permet aussi d'avoir des moins gros repas. Et donc, si t'es un mec qui a pas beaucoup d'appétit comme moi, ça marche bien. Quoi. Tiens, un point que j'ai même pas noté, mais en prise de masse, qui est plus aussi intéressant, et une erreur que je vois souvent en réalité, c'est de s'obstiner à faire des jours on et des jours off, avec des jours off qui sont du coup bas, voire même très bas quelquefois, je l'ai vécu, et des jours on qui sont hauts, voire même très hauts du coup par conséquence du fait qu'il y a un jour bas. Alors qu'en réalité, ce qui pourrait être intéressant en prise de masse, c'est justement de par le fait que tu as peut-être beaucoup de calories, c'est pareil, c'est adapté en fonction des gens, il y a des gens qui ont très faim et du coup ça peut être intéressant. Mais dans le contexte du coup de la prise de masse, quand vous avez beaucoup du coup de calories, bah vous faites pas chier les mecs, vous faites les mêmes calories toute la semaine, et que vous soyez en jour on ou en jour off, quand t'as 4000 cales, t'as 4000 cales de calories planifiées pour être en surplus calorique, va pas t'emmerder à faire une journée à 3002 parce que t'es en off et parce que t'as moins de dépenses, et du coup faire une putain de journée à 5000, tu vois. Sachant que la dépense d'un entraînement muscu, c'est assez ridicule. Oui. Et puis 4000 te donne assez d'énergie pour faire ton entraînement de muscu bien, tu vois, c'est de la branlette de vouloir faire beaucoup plus. C'est de la branlette Et moi, les gens qui font ça, je trouve que c'est juste des gens qui veulent faire croire qu'ils sont intelligents. Alors je pense pas, en vrai, je te jure qu'il y a des mecs qui font genre 3 diètes, genre une diète pour la séance legs, une diète pour la séance push. Tu sais, quand j'étais mec, quand j'ai déjà vu ça, j'étais ça, je l'ai déjà fait, mec. Enculé. Ouais, mais vas-y, c'était quand j'ai commencé, tu vois. Mais tu vois, en fait, c'est un truc pour faire genre que t'as réfléchi. En fait, c'est même pas, non, j'étais pas en mode pour faire, je croyais vraiment. Oui, tu croyais vraiment, mais en fait, c'est juste, t'es pas en mode, putain, vas-y, tu sais, le grand méchant, vas-y. Moi, non, mais t'es pas un grand méchant, mais. C'est juste que je voulais, pour moi, c'était toujours intéressant, tu vois. Et du coup, je me souviens que j'avais fait, c'était pour Maxence, mon premier client que je coach encore. Je me souviens que j'avais fait 3 diètes. Vraiment, hein. Il y avait une diète très bas, parce que moi, on me faisait faire ça. Donc, moi, je pensais que c'était intéressant. En plus, c'est trop chiant. Et puis, en vrai, ça paraissait logique. Mais oui, c'est logique. Tu te dis, comme ça, la push, c'est peut-être un peu moins dur. La pull, c'est plus un point faible. Donc, vas-y, il y avait, bah voilà, c'est ça. C'est qu'il y avait aussi un peu ce truc de, c'est un point faible, donc je mets plus de calories. Voilà, ouais. Mais qu'est-ce que c'est de la branlette quand même comme façon de penser. Mais c'est pas genre mauvais fondamentalement. Non, c'est pas mauvais fondamentalement, mais c'est inutilement dur. Oui, c'est ça. C'est en fait, c'est complexifier la chose pour rien. Ouais. Donc ouais, c'est peut-être pas le bon terme de dire faire croire que t'es intelligent, mais c'est plutôt rendre les choses compliquées de manière totalement inutile, quoi. Je suis d'accord. C'est comme vouloir jouer du violon avec tes pieds, tu vois. Pourquoi tu fais ça, gros? Jouer avec tes mains, c'est plus simple. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Très bonne analogie. Ouais, je sais. Le choix des aliments, il faut aussi qu'on en parle, dans le sens où, pareil, s'obstiner en prise de masse à plus de 4000, voire même peut-être plus des fois plus de 3000, à foutre du 100% brut, la diète classique, bon ça vous nous connaissez si vous nous écoutez depuis un bail, mais on n'est pas en mode à la bro, en mode riz poulet, etc. Non pas qu'il faut pas bouffer de riz poulet, mais ou riz pomme de terre, mais ou poulet pomme de terre, mais c'est juste que ayez en tête qu'il y a moyen de justement trouver des alternatives pour vous permettre d'avoir d'autres choix alimentaires qui vont rendre votre diète plus simple en prise de masse. Parce que en prise de masse, si vous êtes déjà à 3000 cales, voire même des fois 4000 cales d'aliments bruts, vous avez vos vitamines, vous avez vos minéraux, vous avez vos fibres,
il n'y a pas besoin, tu vois, de s'obstiner à être sur du rajouter que du brut, tu vois, et rajouter un peu de fromage, enfin même vous pouvez le faire même fromage bien, c'est en plus relativement brut. oui, vous pouvez le faire même bien avant, mais je veux dire rajouter même des trucs, de la glace ou des trucs comme ça, ou même des jus ou quoi, quand vous êtes à plus de 4000 cales. C'est pas problématique. C'est pas problématique. Le plus important à 4000 cales, c'est d'avoir plus de cales. Alors, je vous dis pas de bouffer un McDo tous les jours. Là, d'un point de vue acides gras trans, on sait que ça peut avoir des effets négatifs. Mais dans des aliments juste qui sont un petit peu plus transformés, qui ont une palatabilité un petit peu plus importante, go, tu vois. Mais il y a des gens, en fait, qui sont tellement en mode, tu sais, genre, transformé égale, tu sais, il y a un gros warning jaune. Oui, et puis danger, tu vois. égal acide gras trans, tu vois. Oui, et puis comme si, tu sais, les industriels, leur but, c'était de nous buter, tu sais. Ouais. Bon, il y a des limites. Oui, ils font sûrement des trucs pour que ça soit plus addictif, pour que ça soit calorique, ça soit très bon en goût. Mais en fait, on peut en profiter si on fait ça intelligemment, tu vois. Et je me souviens, moi, à l'époque, quand du coup, moi, c'était rentré dans ma tête, moi, hein, quand moi aussi. je mangeais mes patates, je me tapais des 800 grammes de patates, j'étais un bonhomme à l'époque. Et moi aussi, ouais. Et je me disais, tu sais que mec, je me disais vraiment ça. Quand je mangeais un truc industriel, je me disais, ah putain, voilà, ça, je vais moins envie de progresser et tout. Enfin, tu sais, j'avais vraiment ce bruit un peu dans ma tête de, ah putain, t'as mangé des cacahuètes, là, c'est pas bon. Ouais. Alors que bon, les cacahuètes, on s'en branle, c'est pas très. Tu sais, ou si je mangeais des gâteaux, je me souviens, quand je bossais à l'Arche, je crois que je disais ça à l'époque, quand je bossais à l'Arche, on avait des apéros le vendredi, une fois dans la semaine, gros. Je mangeais plus de 4000 calories, je crois 4003, 4004. Ouais. Et je prenais pas d'apéro, alors que les apéros, c'était genre, un peu de cacahuètes. Genre, dans une assiette, il y avait genre. Il y avait genre 5 chips qui se battaient. Et puis limite, du coup, t'étais en déficit parce que du coup, tu mangeais moins. Ouais. Et je me disais, ouais, faut pas manger de trucs industriels, tout c'est pas bon. Ouais. Alors que, en fait, c'est comme si tu te dis, s'il y a un truc industriel qui rentre dans ma bouche, genre, il va se passer un truc, genre, tu sais, la MP, ça va pas être bonne. Ouais. Mais en fait, non, il va rien se passer, gros. C'est juste, si t'as toutes tes vitamines et tout. C'est comme l'alcool, hein. Ouais. Bah après, l'alcool, le seul truc mauvais, c'est le sommeil, quoi. Oui. Mais en soi, pareil, boire une bière de temps en temps. Bon, par contre, l'alcool, je faisais passe droit. Alcool, les gâteaux, c'est non, mais une bière, ok. Alcool, tu fais l'aveugle. Ouais, je vois pas. Je te jure. Non, mais du coup, il faut quand même se dire que c'est pas le diable incarné pour l'industriel comme beaucoup de gens. Les gens ont tellement, enfin, pour le coup, sur le trait industriel, manque de nuances. Après, encore une fois, je pense que sur Instagram, c'est difficile de nuancer aussi. Mais tu vois, moi, exemple pareil aussi, quand j'étais en prise de masse, où j'étais aussi matrixé comme toi, j'allais au restaurant, tu vois, et au lieu de manger un truc, alors que j'étais à 4000 cales, hein, au lieu de manger un truc méga cal, enfin, qui m'aurait matché mes cales au final, tu vois, je bouffais pommes de terre, bœuf, tu vois. Et du coup, j'étais genre à beaucoup moins de cales au final, parce que je m'étais mis dans la tête, vas-y, je mange pas de burger ou truc comme ça, tu vois. Pas manger de frites surtout. Ouais. Et dans ma tête, j'étais bien, j'étais complètement, tu vois, j'étais en accord, il n'y avait pas de frustration vénère ou quoi, même si en réalité j'avais faim, du coup ça ramène une forme de frustration quand même, mais j'avais faim. Mais j'étais pas, tu vois, mal, mais c'est juste que du coup, au final, c'était beaucoup moins intéressant, parce que je me retrouvais en déficit, mais vraiment en déficit pour le coup. Ouais. Ça avait pas de sens, quoi. En plus, j'avais une putain de dépense à l'époque, mec. Je faisais du cardio et tout en journée de training, je m'entraînais 6 fois semaine, je faisais de l'haltéro, parce que c'était dans l'époque où j'étais en BPGEPS. On faisait des fois du crossfit en BPGEPS, enfin, c'est tous ceux qui ont fait des BPGEPS qui connaissent, hein. C'est vraiment une année de baiser, hein, parce que derrière, t'as une dépense de malade mental avec les cours. Les profs, on n'a rien à branler, ils te font faire des crossfit qui servent à rien, qui t'apprennent rien, mais qui juste te font faire de la dépense. Parce que les mecs sont juste des coachs et en fait, ils ont juste envie de montrer qu'ils savent coacher, mais en fait, t'as pas de. Enfin, si tu fais pas de crossfit après, t'as rien appris. Tu vois, t'as passé la moitié de ta matinée. Le truc, t'as eu 2 jours. Putain, comment on les tacle. T'as eu 2 jours de cours. T'as eu 2 jours de cours dans la semaine, tu fais une matinée, tu fais du crossfit, tu vois. Super, mon pote. T'apprends même pas la pédagogie en crossfit, t'apprends pas à comment planifier un WOD. J'ai aucune idée comment planifier un WOD. Par contre, j'ai fait des WOD. Enfin, même pareil pour l'haltérophilie, c'est la même chose. Tu vois, on fait des cours d'haltérophilie, tu fais de l'haltérophilie. Ah, impeccable, c'est super ça. Après, c'est bien de pratiquer, mais il faut les deux, quoi. Mais pour moi, oui, d'accord, mais tu vois, t'as 2 jours de cours dans la semaine, et c'est généralement pour ça, c'est comme ça que ça se passe en BPGEP, ça dure 2 jours de cours dans la semaine, mais faut apprendre à planifier l'haltérophilie, faut apprendre à planifier le bodybuilding. Bien sûr, tu veux être coach, tu veux pas être. On avait fait un jour un cours, et c'est même arrivé, je crois, 2-3 fois, où on faisait un cours où le but, attends, assis-toi bien, le but c'était de faire des 1RM sur des exos. On faisait un RM sur un squat, sur un soulevé de terre, sur un curl. Oh putain, mais mec. Il y a vraiment des trucs de Google, hein. Et on mettait ça sur un tableau qu'on s'est jamais servi. Enfin, c'était vraiment des trucs qui servaient à rien. Ouais, je me souviens à l'époque, il disait, ouais, t'es pas obligé de faire un 1RM, parce que si tu fais un 5RM, tu peux genre imaginer ton. Bah, je crois qu'on faisait un 3RM, je sais plus. Mais en gros, on faisait des RM qu'on notait sur un tableau en mode on va s'en servir. C'est que le prof avait fait, ensuite, tu vas faire genre 80% 8 fois 2.
Mais on n'a jamais fait ça, tu vois. Genre, Ouais, en fait, ouais. puis ça, bon, c'est de la merde en plus de base, Oui. mais on s'en est jamais servi. Mec, je pense qu'ils vont jamais m'embaucher en tant que prof. Bah, de toute façon, pourtant, ils en auraient bien besoin. Bah mec, ce que je disais, des fois j'en parlais avec les mecs de ma classe. Enfin, genre, il y a tellement de trucs à faire en BPGEPS, tellement de sujets à aborder qui sont réellement plus utiles, tu vois. Et qui réellement amèneraient des choses Bah, positives, des résultats en tant qu'éducateur sportif. Bah oui. Et pourquoi En fait, le but d'un coach, c'est quand même d'avoir des résultats. Oui. Mais je pense que tu regardes la plupart des coachs, ils n'ont pas de résultats. Ouais. En tout cas, ils ont des résultats qui sont nuls, quoi. Mais parce qu'ils ont juste. S'ils se sont contentés uniquement du BPGEPS, oui. Mais oui. 100%. Parce que, et oui, s'ils n'ont pas été plus loin. Ou s'ils sont pas passionnés par le sport, enfin, tu sais, genre, t'es pas passionné par la musculation, t'as fait que le BPGEPS, t'es nul. T'auras jamais de résultats. Bah oui. Parce que tu prends pas en compte l'alimentation. Oui, c'est pas pour te tacler ou quoi, mais gros, oui, bah, oui. T'as même pas 50% de l'équation en fait. Alors, Genre, si t'es passionné par la musculation et que du coup t'as fait tes propres recherches, ou même que le simple fait de pratiquer, d'avoir une réflexion derrière ta pratique, ça t'amène à être bon, tu vois. Ou en tout cas, à pas être dégueu. Être correct, ouais. Si après derrière t'amènes des connaissances encore plus théoriques que ce que tu as appris en BPGEPS, là du coup t'es encore meilleur et t'amènes après une réflexion au niveau de la pratique. Enfin, tu vois, tout ça s'améliore. Mais si tu te contentes juste du BPGEPS, que tu pratiques même pas, ou très très peu, vas-y toi. T'auras zéro résultat. Bref. JR président. JR président des BPGEPS. Non mais bon, enfin bon, c'est comme ça. Je pense qu'on a parlé du choix des aliments. La dépense en prise de masse. Faut faire au moins 10 000 pas. Tu vois, ça aussi un truc. Combien t'as dit 10 ou 15 000 au moins, je pense. Minimum. J'allais dire un truc. Vas-y. Non. Mais c'est pareil, c'est que pour moi, la dépense, le nombre de pas, je trouve que là, tout le monde est matrix avec le nombre de pas. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais je dis juste que tout le monde s'est matrix sur le fait de vouloir marcher beaucoup pour manger beaucoup. Et tu sais, on dirait que les gens, ça leur fait un mode ah putain, la vision, incroyable, tu vois. Mais en fait, non, les mecs, si tu galères à bouffer, marche un peu moins, tu vois. Ouais. Après, c'est bien de marcher un minimum, tu vois. Je te dis pas d'avoir 2000 steps par jour. Mais bien sûr. Si t'arrives, mais tu vois, si t'as déjà 8K steps. Mais si t'as dit 8K steps, c'est très bien. 7K steps, c'est très bien. Oui. C'est bon, t'es dans le contexte de la prise de masse. Ouais, et si t'as le temps, si t'es full time, ta vie c'est le bodybuilding, ok, vas-y, va faire 15 steps, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Si t'as faim, ok. Ah oui, 100%. Mais, ouais, tu me fais faire 15 ou 20 steps, tu me fais manger 5000 calories, mais mec, je meurs en fait. En fait, je mange pas 5000 calories. Bah oui. Et puis, c'est j'aurais pareil. pas plus faim. C'est qu'en fait, faut toujours prendre ça tout en considération. C'est qu'en fait, tu veux quoi? T'es en prise de masse. Ton objectif, c'est du coup de construire du muscle. Du coup, déjà, si tu marches trop, tu vas du coup galérer à manger toutes tes steps, toutes tes cales. Et du coup, les steps, faut bien que tu les fasses à un moment donné de la journée. Ça veut dire que tu vas du coup moins dormir. Ou en tout cas, que tu vas gratter sur un truc. Ouais. Ou sur ton taf, ou sur ton. Soit sur ton taf, du coup, pas cool, t'as pas que le body dans la vie. Soit même sur ton sommeil. Parce qu'en réalité, c'est ce qui peut se produire aussi. C'est que du coup, tu dors moins pour justement faire tes steps, tu vois. Et ça, le sommeil, on sait que c'est vraiment important, tu vois, pour ta prise de masse. Si tu dors 9 heures si tu peux dormir 9 heures de sommeil et moins marcher, tant que tu fais 8K, 7K, 6K, tu vois, et dors 9 heures de sommeil, marche moins, tu vois. Pourquoi tu vas taper 12K alors que tu pourrais taper juste te faire des... Bon, après, il y a des gens où c'est compliqué. Et puis ils aiment bien aussi, il y en a qui aiment bien marcher. Ouais, mais c'est ok. Mais c'est pareil, le temps, pareil, tu regardes le temps que ça te prend, c'est genre, marcher plus, ça prend du temps. Manger plus, ça prend du temps. Préparer tes repas quand il y a plus, ça prend du temps. Enfin, tu vois, tu fais la boucle. En fait... Et on en revient à ce qu'on disait au début. Est-ce que tu aimes marcher réellement ou est-ce que tu penses que marcher plus, c'est vraiment plus optimal parce que t'es biaisé, ce que tout le monde en parle en ce moment, tu vois. Ouais. Et du coup, dans ce contexte, pose-toi réellement cette question-là. Si t'aimes juste marcher plus, que ça te fait vraiment du bien, fais-le. Tu vois, c'est complètement ok. Oui, tu vas du coup peut-être même mieux dormir, tu vas te sentir mieux dans ton corps. Enfin, tu vois, tout est ok. Puis il y en a qui adorent manger beaucoup, donc ça leur permet de manger plus, ils sont contents, quoi. 100%. Mais si tu le fais parce que tu vois que tout le monde le fait, parce que machin, mec, marche pas plus. Ouais. Quand arrêter sa prise de masse? Attends. Tu veux que je réponde? C'est un peu pareil que... Je pense que ça dépend des gens. De manière générale, il n'y a pas genre un body fat où il faut arrêter. Il y a le body fat où peut-être tu te sens moins bien dans ton corps. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens, ça les démotive. Genre, tu sais, ils vont moins à la salle, ça va moins les déterre parce qu'ils trouvent que leur physique est plus éclaté, etc. etc. Donc, quand ton physique te plaît moins, genre vraiment moins, parce que bon, dès qu'il te plaît un tout petit peu moins, tu arrêtes direct ton surplus, faut quand même accepter un peu que ton physique va se dégrader, quoi. Mais dans la limite du raisonnable, quand t'as du mal à manger, quand t'as plus faim, quand tu juges que t'es trop fat, je pense que c'est un peu les seules raisons qui
Et quand tu commences aussi, je trouve qu'il y a un moment où on a l'impression où t'as un mec qui commence, genre, tu sais, tu t'es le même total calorique, le mec commence à prendre. T'as l'impression que sur les photos, il prend du fat vraiment plus que du muscle, quoi. Et là, je pense que c'est à ce moment-là où ça peut être intéressant quand même de bifurquer, quoi. Ouais, je suis globalement d'accord. Et aussi, peut-être, je sais pas si tu l'as dit, mais quand tu galères à manger. Ouais, si, oui, j'ai dit, ouais. Oui, quand tu commences vraiment à galérer à manger, je pense que. Puis souvent, le déficit, il est simple, quoi, dans ce genre de contexte. Ouais, bah oui. Tu tapes 6-8 semaines, tu fonds comme neige au soleil parce que t'es plus faim. Puis même une fois qu'il y a 4 semaines agressifs, boum. Ouais, 5-6 kilos. 5 kilos, 6 kilos, et tu repars. Et puis après, t'as plus faim, t'as fait une petite pause, t'es content, t'es plus sec, et tu repars en prise de masse pendant 7 mois, tu vois. Ouais, clairement. Donc ouais. Et en fait, il faut se dire qu'en plus, si tu pars par 1 kilo, si on part du principe par rapport à ce qu'on avait dit à la base, que en gros, par mois, grossièrement, tu prends 1 kilo par mois, tu vois, même si un peu plus, un peu moins, bah en fait, 1 kilo de perdu, c'est un mois de gagné, tu vois. En fait, si tu perds 6 kilos, tu gagnes 6 mois, tu vois. Ouais. Donc tu peux aussi voir ça comme ça. Le problème avec les gros bulks, ça je voulais qu'on en parle aussi. Il y a quand même pas mal de personnes qu'on peut voir qui font des bulks qui sont très agressifs, où ils prennent très rapidement du poids, où ils font prendre très rapidement du poids à leurs clients. Ouais, et où la métrique stylée, c'est plus 700 grammes cette semaine, trop bien. Ouais, voilà. Je suis trop fort. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pareil, en fait, on sait que c'est inutile. Après... Ou du moins que ça apporte pas plus que... Oui, ça apporte pas plus. Tu vas pas... Je dirais pas que c'est inutile parce que tu prendras autant de muscles que si t'étais en léger surplus, mais pareil, tu vas juste pouvoir passer moins de temps. Non. Ouais, parce que tu vas passer moins de temps en surplus. Potentiellement, tu vas vite te dégoûter de la bouffe de malade. Parce que quand tu bouffes à 1500 calories de surplus et que tu tapes du 1 kg semaine, 700 grammes, bah même, tu sais, au bout d'un moment, tu digères moins bien. Enfin, tu sais, il y a tout un truc où c'est sûrement pas idéal, quoi. Ouais. Et tu vas rester juste, comme on dit, beaucoup moins longtemps en surplus. Ton physique va se dégrader super vite. Et tu vas pas prendre plus vite du muscle. Après, du coup, t'es sûr d'être en surplus. Y a pas... Ça c'est un peu le seul truc, c'est au moins t'es sûr d'être en surplus. Après, je pense que t'as d'autres façons d'être sûr d'être en surplus, quoi. Je pense aussi déjà, en fait, si tu vises peut-être le fait de pas être à 0,5, enfin, de % de masse, enfin, tu sais, genre si tu vises le fait de pas être à 100 grammes de prix par semaine en moyenne, et que tu vises plutôt le fait d'être à 200 grammes, 300 grammes de prix par semaine en moyenne, ça fait que du coup, des fois, par rapport à ta dépense qui peut des fois varier ou quoi, tu vois, j'ai des coachs des fois qui font des steps, enfin, qui font des cours de steps, des trucs, sur les steps, etc., ou qui font d'autres trucs, bref, et du coup, on a des fois des dépenses plus élevées dans certains jours. Si du coup, on vise en moyenne une prise de poids qui est du coup plus élevée, genre 300 grammes, 400 grammes, peut-être même des fois, bah, au final, on se retrouve à être, même sur les moments où ils ont une dépense plus élevée dans la journée, on se retrouve du coup à être quand même en surplus parce que la surplus générale est un peu plus élevée. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça comble un peu les moments où des fois ils sont un petit peu plus haut dans les journées où ils font des steps. Enfin, quand je dis des steps, je parle des cours de steps ou d'autres trucs. Je pense que c'est pour ça que c'est bien d'être un tout petit peu, tu sais, d'être un petit peu au-dessus même des fois des 1%. C'est pas dramatique, tu vois. Il faut juste pas être dans l'abus où tu tapes 2% de poids de corps par mois. Et puis en fait, le truc, c'est là, ça te dégoûte aussi, parce que moi, le nombre de personnes que je vois qui ont fait des gros bulks et qui sont dégoûtés parce qu'en fait, leur corps, il leur plaît plus, qui sont dégoûtés du coup de repartir en prise de masse après, alors que c'est la phase la plus importante, et du coup, qui préfèrent rester tout le temps sec et ne jamais reprendre de gras, et du coup, bah, ne jamais réellement maximiser leur gain, quoi. Ouais, ça amène quand même une relation à la prise de masse qui est pas dingue. Ouais, c'est ça. Je trouve. Donc ouais. Le problème d'une prise de masse mal gérée, c'était le dernier point que je voulais aborder par rapport à la prise de masse, je pense que c'est du coup 2 points. Trop peu de cales, trop de cales. Soit t'es du coup trop haut en termes de calories, du coup ça peut amener un peu ce qu'on disait juste avant, où du coup tu prends trop vite du poids et tu arrives trop rapidement au point où t'as envie de sécher, et du coup bah, tu vas trop rapidement avoir envie de sécher, et du coup trop rapidement avoir envie de repartir en déficit. Et du coup, tu maximises pas tes gains. Et pas assez de cale, c'est que du coup, le problème, c'est que ça peut t'amener soit être en maintenance, qui en soit pas négatif, mais du coup, si tu te rapproches trop de la maintenance, qu'on disait juste avant, c'est que du coup, des fois, tu vas te retrouver des fois en déficit, dépendant de ta dépense, qu'on n'est pas non plus des robots, on n'a pas toujours la même dépense à la calorie près et la même apport en réalité à la calorie près. Hein. Souvent, il y a pas mal d'équivalences qui peuvent être faites, pas mal d'erreurs qui peuvent être faites aussi en surplus calorique. Il faut aussi les prendre en considération. Même si on s'y connaît ou quoi, des fois on peut se gourer. Enfin, tu vois, l'équivalence que tu as fait, c'est mal, enfin, tu l'as mal fait. T'as utilisé MyFitnessPal, tu t'es gouré, ou juste MyFitnessPal a mal calculé la base, ou la personne qui l'a rentré l'a mal fait, ou même toi. Enfin bref, il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent être faites, qui peuvent faire que du coup tu te retrouves des fois en déficit, ou même trop en cale. En donc ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Bah, en fait, du coup, le résumé de ça, c'est un peu être dans la mesure, quoi. Ne pas être dans le trop, ne pas être dans le trop peu. Et puis je pense que comme une sèche, une prise de masse, si elle est bien c'est bien d'être accompagné, tu vois.
Je pense que c'est limite. Enfin, le déficit, ce qui est bien, c'est juste que t'es accountable et du coup, quand c'est dur. Mais en fait, le surplus, c'est toujours ce que je dis. Genre, le surplus, c'est ultra important parce que c'est la phase où tu progresses en fait. En déficit, oui, tu prends un peu de muscle, mais enfin, tu progresses jamais autant qu'en surplus, quoi. Donc, s'il y a bien un moment où tu dois être calibré bien comme il faut, faire des bons mouvements, être régulier, etc., c'est pendant ta prise de masse parce que c'est là où tu prends du muscle, c'est là où tu fais des nouveaux tissus. Donc, c'est là où tu changes réellement ton physique. 100%. Donc, ouais, on est bien d'accord. Ouais. Et ben écoute, t'avais d'autres choses à dire sur la prise de masse, toi? Je pense qu'on est pas mal, hein. On a quand même bien parlé de ça. Hein. Moi, on a quand même bien parlé de ça. On a encore 10 minutes avant de terminer le podcast. Est-ce que tu fais un petit Q&A? Pour un petit Q&A, ouais. Il nous en reste. Romain, si le coaching n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Chirurgien? Chirurgien. Et toi, tu aimes bien le contact des livres? En vrai, moi j'aime bien le contact des livres. C'est vrai que je lis pas beaucoup, mais je pense dans la libraire. Ou peut-être entrepreneur, mais du coup, c'est vrai que je sais pas si j'aurais été entrepreneur, vu que du coup, j'aurais pas vécu la muscle. Et tu sais, souvent, t'aimes bien t'arrêter dans les magasins quand il y a des livres. Ouais. Sauf qu'ici, j'ai le seum parce qu'en mec, ça, c'est un truc qu'on a dit de fou. Bon. Tu sais que ça, je crois que je suis sûr que je l'ai redit dans le deuxième passage. Le premier. C'est sûr, bon. Putain. Si une question, en vrai, je crois, et pour le coup, ça, j'espère qu'on n'y a pas répondu. Notre avis sur la triche durant les mouvements. Est-ce que toi. On en a parlé plein de fois, toi, non? Ah bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Putain. Attends, j'en ai un autre. Vas-y. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas tendre complètement les bras lors des mouvements de curl? Bah, je sais pas, moi je dis de les tendre. Ouais, mais tu sais que c'est un truc qu'on dit souvent. Oui, pas se déchirer le biceps. Ouais. Et je crois que j'avais une anecdote, j'en parlais en DM avec un mec. En fait, souvent, c'est les gourous de Gandhi et de Delavier qui disent ça. Putain, j'ai envie de les. J'ai envie de tacler à chaque fois parce que en vrai, ça me saoule. Je vois tellement de trucs en ce moment passer sur Insta de mecs qui sont vraiment. T'es vraiment en mode secte. Ouais. Tu sais, les placent sur Et pareil, je dis pas que leur travail est mauvais, etc. Mais juste qu'ils les placent sur tellement un piédestal que genre il y a plus aucune remise en question, tu vois. Ouais, tout ce qu'ils disent est pris comme parole d'évangile et c'est les dieux, tu vois. Et le problème, c'est que moi je vois aucun problème de tendre les bras sur un mouvement de curl. Et en fait, j'ai jamais compris pourquoi. Alors du coup, pourquoi sur les biceps et sur d'autres groupes musculaires non? Genre pourquoi du coup, si t'as les quads courts, pourquoi tu ferais des flexions de genoux complètes? Pourquoi si t'as des disques courts, tu ferais du RDL en amplitude complète? Enfin, tu vois, pourquoi c'est applicable que aux biceps? Parce que le tendon serait fragile, mais. Ouais, c'est sûr. Pourquoi? Genre. Et je pense que du coup, la réponse que je dis, c'est parce que genre, on voit souvent des mecs se déchirer les biceps. Sur des. Parce que bon, les mecs font déjà les. Je pense que les gogoles font souvent les biceps. C'est le premier point. Et souvent avec des charges complètement débiles, tu vois. Ah oui, c'est ça. Et sûrement peut-être sans échauffement. Oui, sans surcharge progressive. Sans progressivité. Et du ARM, quoi. Ouais. Et là, tu vois, je coach un mec qui a, je pense, un peu peur des gros étirements, tu vois. Et en fait, quand je corrigeais ses vidéos d'exécution, je lui faisais la remarque que sur ses premières répétitions, il a tendance à être dans une amplitude, tu vois, plus contrôlée. Et sur les dernières, avec la fatigue, il a tendance à aller plus loin d'amplitude. Donc tu vois, c'est typiquement le truc où tu te dis, là, tu sais, déjà c'est pas logique. Parce que du coup, t'es plus fatigué, donc t'as plus de chances de faire des mouvements qui seront peut-être mauvais. Et du coup, tu t'entraînes pas à aller dans cette amplitude dès le début, alors que du coup, tu finis par y aller, quoi. Donc c'est. T'as fait l'exo, ça? Pas mal de trucs. C'était sur à la base sur des biceps, curl machine, sur du pec deck surtout. Et du coup, je lui mettais ça en avant, quoi. Et que, en fait, s'entraîner dans des amplitudes complètes, c'était sûrement la meilleure façon de pas te blesser à long terme parce que juste adaptation des tissus, quoi. Et tous tes tissus s'adaptent. Oui, je suis globalement d'accord. Et pareil, là, du coup, il nous reste combien de temps là? Je pense dans 2-3 minutes. Ok. Parce que j'ai eu un débat là il y a pas longtemps. J'avais posté une vidéo sur les genoux qui rentrent vers l'intérieur à la presse. Et je me suis fait allumer dans les commentaires parce qu'apparemment. Du coup, je disais que c'était pas problématique si c'était dans le contexte où genre c'était pas volontaire et où tes pieds étaient stables. Et genre on m'a dit en mode. S'il y a des contextes où ça l'est, et oui, en soi oui, mais en fait sur Instagram, comment tu veux. Tu sais, si je commence à nuancer tous les cas de figure où c'est grave, pas grave, en fait tu fais des vidéos de 3 minutes, quoi. Bah oui. Instagram, ça se passe pas comme ça, quoi. Donc en plus, à ton point, c'était surtout de mettre en avant que ça pouvait pas être problématique. Oui, et j'ai pas dit ce n'est jamais problématique. Et j'ai posé quand même du contexte, les pieds sont stables, etc. Et c'est pareil, du coup les gens disent que ouais, ça tire sur les tendons, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pareil, si t'as toujours fait ça. En fait tes tendons ils se sont adaptés, tu vois. C'est pareil pour les gens tu regardes les meilleurs powerlifters,
ils ont beaucoup ont les genoux qui vont rentrer énormément sur leur squat. Et du coup, bah, je mettais ça en avant dans les commentaires. Et il me dit, ouais, mais c'est du powerlifting, du coup, ils veulent faire de la performance. Genre en mode, ils changent leur s'ils doivent changer leur technique et qu'ils se pètent un genou, c'est pas grave. Mais en fait, à l'entraînement, tu changes quand t'es power, ta technique, elle a intérêt à être exactement la même le jour J qu'à l'entraînement, tu vois. Oui. Tu te dis pas, oh, le jour J, je change ma technique. Sûrement pas, tu vois. Donc ouais, c'était assez. Enfin, je pense que les gens sous-estiment largement la capacité d'adaptation du corps, quoi. Sans dire qu'on peut se péter quand même des trucs, hein, ça arrive. Bien sûr. Mais bon, le corps est pas fait pour bouger dans un seul axe, quoi. Les articulations, ça bouge dans ça bouge pas que les genoux, ça bouge pas que en flexion-extension. Il peut y avoir un peu d'adduction des genoux et c'est pas forcément problématique, quoi. Voilà. C'est bien dit. C'est bien dit. On va conclure là-dessus. Merci à tous pour votre écoute durant cet épisode 8. On est bientôt au 10. Merci Romain. De rien, Gérard. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.